Bien, on va commencer. Hop. Allez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salat wa salam ala rasoulina ma ba'd. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va juste faire un petit test au niveau du son, de la vidéo, du réseau. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de bug par message ou directement Mais ça va. Parfait. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait pour ce retour. Alors, de mon côté, je pense que vous savez tous qui je suis. Normalement, j'ai eu chacun d'entre vous au téléphone. C'était une condition obligatoire. J'ai eu chacun de vous au téléphone rapidement. Il y en a d'autres, on a discuté un peu plus longuement. Euh, Moi, c'est soit Gursu, le dirigeant de Muslim Ambition et puis consultant en stratégie. J'aurai l'occasion de me présenter plus en profondeur tout à l'heure. Mais en tout cas, je suis hyper heureux, hyper content de vous retrouver pour cet événement-là, qui est le lancement officiel de notre cercle d'investisseurs. Alors pourquoi je suis hyper content de vous retrouver? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place depuis un moment. Et à l'inverse, c'est quelque chose qu'on nous demande depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'on est hyper enthousiaste, on est hyper motivé pour ce lancement-là. Concrètement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de contextualiser ce cercle d'investisseurs et de pouvoir l'intégrer dans l'historique complet de Muslim Ambition. Alors, Muslim Ambition, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la structure, c'est une structure qui accompagne les entrepreneurs de la communauté à se structurer et à mettre en place un développement lié à leur projet de création d'entreprise. On accompagne aussi les dirigeants d'entreprise qui ont déjà une boîte existante à se développer sur un besoin spécifique. La vision de Muslim Ambition, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la communauté musulmane. Et si on va plus loin, c'est de faire en sorte que les musulmans soient aussi de ceux qui créent les innovations de demain. Euh, et là où on est hyper content, c'est qu'on a vu clairement une évolution entre 2016 et aujourd'hui 2021, l'année de lancement de Muslim Ambition en 2016. C'est que les projets qu'on reçoit à l'heure actuelle dans le cadre de nos accompagnements sont complètement différents des projets qu'on recevait en 2016. C'est vrai qu'en 2016, on était beaucoup axé sur des projets très traditionnels. En 2021, je reçois de plus en plus des projets très innovants et dans différents domaines, que ce soit le médical ou alors des domaines ou l'impression 3D ou alors des domaines un peu plus traditionnels comme l'alimentaire ou le textile. Dans ces projets-là, on reçoit quand même des projets avec une réelle valeur ajoutée et une innovation et une plus-value tout à fait intéressante. Donc là, on est hyper content. Et puis, on le voit concrètement dans l'écosystème startup, l'écosystème entrepreneurial français. Il y a de plus en plus de sœurs et de frères qui, machallah, font de très, très belles choses et qui sont intégrés et qui sont sollicités par les plus grandes structures et les plus grands incubateurs, notamment parisiens, pour pouvoir les intégrer au sein de leur structure et les accompagner et leur mettre à disposition des financements ou des aides pour se développer et se structurer. Donc, on est hyper content de voir cette évolution-là. Et c'est là où on s'est senti assez prêt et assez mature à se dire, c'est le moment de lancer quelque chose pour pouvoir accélérer la dynamique et apporter un appui à ces entrepreneurs. Là, sachant qu'on est également dans un contexte où l'impossibilité, et dans le sens positif du terme, c'est pas quelque chose de négatif, de recourir à l'usure pour ces entrepreneurs musulmans et de recourir au crédit avec usure qui permettrait potentiellement à ceux-ci de se développer là encore plus. Si on rentre un peu plus dans la vision, l'objectif à travers ce cercle d'investisseurs, si on va encore un peu plus loin, c'est d'aider la communauté musulmane à se structurer économiquement, à se développer économiquement dans un contexte là aussi français où malheureusement les musulmans ne sont pas assez structurés et les musulmans se font attaquer dans tous les sens et on a du mal à défendre nos intérêts et on a du mal à nous défendre. Et je l'entends beaucoup, je l'entends régulièrement, on le sait, une des réponses c'est de réussir à être un poids économique réel pour pouvoir faire en sorte que nos intérêts soient respectés.
Et le fait d'accompagner des frères et des sœurs à développer des entreprises à fort potentiel, hein, attention, je tiens à préciser là, je suis pas en train de dire qu'il faut accompagner tout et n'importe quoi, et je vous le présenterai tout à l'heure, mais accompagner des projets de frères et de sœurs qui ont des idées hyper innovantes et à fort potentiel, c'est là le plus important. Et c'est là où moi je veux pouvoir vous amener avec Muslim Ambition. Mais l'objectif derrière, c'est pas de se replier sur soi-même, de faire des choses uniquement pour nous-mêmes, à destination uniquement de la communauté musulmane, de travailler uniquement pour nous. C'est bien évidemment de construire un poids économique fort où on va pouvoir, dans ces entreprises-là, embaucher des frères et des sœurs et créer un écosystème favorable et propice au fait de pouvoir cumuler ou d'avoir la possibilité de pratiquer sa religiosité comme on l'entend, mais aussi d'avoir un équilibre professionnel épanouissant. Donc ça va être important. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer aux autres, qu'on doit embaucher uniquement des musulmans. Je vois des entreprises dans mon réseau qui le font très bien. Il y a des salles de prière, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. Et là où ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire en sorte que ces entreprises-là aient un impact positif sur l'ensemble de la société et non pas uniquement sur les musulmans. Après, on en a des projets qui sont hyper intéressants, qui sont un produit et un service uniquement à destination des musulmans parce que c'est une solution qui répond à une problématique purement liée à la communauté musulmane. Donc là, on a un gros challenge, on a un gros défi et c'est à nous de faire ce travail-là pour faire en sorte qu'on puisse se structurer économiquement. Beaucoup en parlent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller dans ce sens-là? C'est l'objectif de ce cercle d'investisseurs. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on se place d'un point de vue investisseur, vous devez avoir un intérêt, vous aussi, à participer à ce message-là, de participer à la mise en place de cette vision-là. Et concrètement, l'intérêt, c'est de pouvoir faire fructifier votre épargne, d'utiliser votre épargne pour créer de la valeur et en même temps, vous créer des revenus passifs. Et on le voit de plus en plus, le niveau économique des nouvelles générations de la communauté musulmane s'élève. On a de plus en plus d'argent et déjà en 2011, il y avait un rapport que je pourrais vous envoyer réalisé par des experts en finance et en finance islamique qui estimait à 7 milliards d'euros l'épargne des musulmans. Imaginez ce qu'on peut faire avec 7 milliards d'euros. On peut faire d'énormes choses, sauf que on n'a pas encore dans notre capital social, ce que j'aime bien dire, dans notre capital social, dans nos habitudes pour la masse des musulmans, cette notion d'investir, cette notion de faire fructifier notre capital, de le réinjecter dans l'économie réelle. Pourquoi? Parce que nos parents, voire nos grands-parents, pour les plus jeunes, étaient davantage animés par une dimension de sécurité. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient d'abord une problématique de répondre à leurs besoins primaires, ce qui n'est pas le cas pour nous, pour la deuxième, voire la troisième génération. Ce qui fait que nos parents et nos arrière-grands-parents étaient davantage dans une économie d'épargne, de j'économise, pour on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et je me sécurise. Et peut-être un des seuls investissements qu'ils faisaient, c'était le fait d'acheter une maison au bled, de construire une maison au bled. Mais là aussi, c'était une volonté de confort, c'était d'avoir sa maison au bled. Les nouvelles générations ne sont plus du tout dans cet état d'esprit-là. J'ai une épargne, j'ai beaucoup d'argent. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le laisse dormir ou est-ce que je peux le réinjecter dans l'économie réelle pour créer des revenus passifs, mais également créer de la valeur? Et c'est là où on intervient avec Muslim Ambition, parce que c'est bien beau ce que je dis, ça a l'air simple, mais au final, c'est pas simple, c'est assez complexe et il est nécessaire et primordial d'avoir à l'esprit certaines notions, d'avoir à l'esprit certains éléments, certains points qui sont liés purement à l'intérêt d'investir, mais également certains points de vigilance pour veiller à faire en sorte que cet investissement se fasse de la meilleure des manières. Et nous, notre structure Muslim Ambition est là pour vous accompagner. L'objectif de ce réseau, il est de deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller chercher des projets à fort potentiel ou alors de recevoir et d'analyser des projets à fort potentiel là aussi. Je vous présenterai la grille d'évaluation qu'on a mis en place tout à l'heure et de vous orienter ces projets-là pour que vous puissiez derrière investir dedans. Mais le deuxième objectif, c'est justement dans ce cercle d'investisseurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais investi, qui sont complètement novices, mais on a aussi d'autres personnes qui ont déjà investi et qui sont beaucoup plus aguerries dans cette notion d'investissement-là. Et on a tout un réseau, dans notre réseau d'investisseurs et d'experts en finance islamique,
L'objectif, c'est qu'on puisse grandir ensemble et bénéficier de l'expérience de chacun pour justement faire en sorte, au fur et à mesure du temps, que d'investisseurs novices, vous passiez d'investisseurs aguerris avec une vraie connaissance du sujet et faire en sorte qu'au fur et à mesure de vos investissements, vous puissiez générer des profits et une réelle activité d'investissement passif. Et c'est justement l'objet de cette première réunion, de cette première conférence de lancement, c'est de faire intervenir deux experts, Janet et Khalil. Janet sur le volet juridique et Khalil sur le plan financier pour vous introduire la notion. Qu'est-ce que c'est l'investissement d'un point de vue juridique? Qu'est-ce que c'est l'investissement d'un point de vue financier? Pour vous donner ces clés de compréhension et d'analyse, de mettre en avant certains points d'intérêt, parce que les investisseurs, qui soient novices ou aguerris, ont toujours les mêmes questions au niveau des centres d'intérêt, mais mettre en avant également certains points de vigilance. Khalil et Janet sont des personnes expérimentées qui ont l'habitude d'accompagner entrepreneurs et investisseurs, et avec leur expérience, ils ont vu des choses des fois qui n'étaient pas du tout admissibles. C'est la possibilité de mettre en avant certains points de vigilance liés à leur expérience pour veiller à faire en sorte que vous puissiez avoir des éléments clés de compréhension de cette question d'investissement. Je vais laisser intervenir Khalil dans un premier temps. Si vous avez des questions, notez-les. Et si on ne répond pas à ces questions au fur et à mesure des 3 interventions, on a un laps de temps, un laps qui est assez large en fin d'intervention pour justement répondre à toutes vos questions. On prendra le temps d'échanger pour voir s'il y a des éléments de précision que vous aimeriez avoir. Et puis à la fin, on parlera un peu justement de comment va se matérialiser ce cercle d'investisseurs. Khalil, je te laisse la parole. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fi mala'il a'la ila yawm ad-din. Amma ba'd. Alors, chers frères, chères sœurs, je suis ravi de participer à cette conférence pour partager mes modestes connaissances sur les fondamentaux de l'investissement. Donc cette présentation, elle se veut la plus simple possible, la plus pédagogue possible, et j'ai volontairement éludé tous les points trop techniques qui brouilleraient la compréhension, puisque j'ai cru comprendre que les niveaux étaient assez hétérogènes. Donc on va rester sur des notions assez simples et assez globales. Pour ça, je vous ai préparé un petit support qui, j'espère, sera utile. Hop. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que quelqu'un peut... Oui, on le voit bien. C'est bon? Très très bien. Alors, tout simplement, mon intervention qui va durer une vingtaine de minutes, elle s'intitule « Investir les fondamentaux ». Alors, voici comment elle va se décliner cette intervention. Donc, dans un premier temps, on va parler du principe, parce que dans tous les domaines, quand on souhaite expliquer une chose, c'est bien de commencer par les définitions et les principes clés. Ensuite, on va parler de la valorisation d'une action. Ensuite, le retour sur investissement, la sortie ou le désinvestissement. Et enfin, je recrée avec vous 7 points de vigilance sur lesquels je crois bon de mettre l'emphase. On commence tout de suite. Alors, premier chapitre, investir le principe. Donc, on va parler de la nature de cette transaction. Ensuite, on va parler du résultat de cette transaction. Et enfin, des conséquences de cette transaction. Donc, il s'agit bien d'une transaction. Donc, cette transaction, en fait, c'est quoi? Quand vous souhaitez investir, c'est tout simplement la rencontre de l'offre et de la demande. Il s'agit d'un marché, en vérité. C'est deux agents économiques qui se rencontrent. Le premier agent, c'est une société qui a des besoins financiers. Soit parce qu'elle en a besoin pour se lancer, elle a besoin d'acheter des stocks, de déposer un brevet, d'acheter une immobilisation qui va lui permettre d'avoir des avantages économiques, ou soit elle va être dans une phase critique de son développement et elle va avoir besoin de lever de fonds. C'est notamment le cas pour certaines startups qui ont déjà fait leurs preuves. Et enfin, on peut également faire une levée de fonds pour perdurer, donc pour que la société ne meure pas.
Ça existe. Donc, on a des sociétés qui sont en difficulté, les dirigeants voilà, sont plus à même de mener le bateau à destination, et dans ce cas-là, il faut réinjecter des capitaux propres, faire entrer des nouveaux associés, etc. Donc ça, dans un premier temps... Khalil, je te coupe rapidement. Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont indiqué que... Ah, tu n'avais pas encore défilé les slides, c'est ça? Ah si, j'avais commencé à les faire défiler. Si vous ne voyez pas, c'est pas normal. Ok, là c'est bon, ça a bougé. Tu peux faire un petit test pour voir? Alors, dites-moi si c'est bon. Là, vous voyez défiler? Là, ça a repris, oui. Tout à l'heure, non, mais là, ça a repris. Là, on voit défiler les slides? Non, pas chez moi en tout cas. D'accord, là. Là, c'est bon. Je pense que vous avec un petit peu de retard. Ok, on va rester en mode PowerPoint alors. Je ne vais pas me mettre en mode projection. Donc, je reprends. La nature de la transaction, c'est une société qui a des besoins et qui va rencontrer un investisseur. Cet investisseur, ça peut être une personne physique comme vous, mais ça peut également être une personne morale. Ça peut être une société qui investit dans une société. Ça existe. Et cet investisseur, il va avoir des surplus économiques, comme Suat l'a justement souligné tout à l'heure, et qui souhaite faire fructifier. Donc tout simplement, la nature de la transaction, c'est quoi? C'est des actions contre de l'argent. Évidemment, il y a d'autres modes d'investissement. On peut investir en nature, on peut investir en industrie. Mais comme je vous l'ai dit au début, j'ai vraiment tenu à ce que cette présentation soit simple, fluide et la plus compréhensible possible. Un petit point de terminologie ici, et je suis sûr que Jeannette a soulevé ce point-là. On parle d'action dans une SAS ou dans une SA, et on parle de part sociale dans une SARL. Mais en tout cas, il s'agit de titres de la société. Donc ça renvoie à la même chose. Donc voilà la nature de la transaction. Une fois que vous allez donner cet argent, vous allez recevoir en échange des actions. Très bien. Quel va être le résultat de cette transaction? Donc l'investisseur devient l'heureux propriétaire d'actions de la société ou de part sociale pour une SARL. Encore une fois, définition. Donc vous trouverez plein de définitions sur Internet. Toutes avec un degré de complexité différent. Cette définition, c'est la mienne, celle que j'ai pensé être le plus pertinent pour mon intervention. Et donc, une action, comment je l'ai définie, moi, c'est un titre de propriété d'une société. Donc, vous allez avoir une fraction de la société qui va vous appartenir. Donc, cette action, c'est quoi? C'est un actif. Et donc, un actif, comme l'a dit Swat tout à l'heure, comme il l'a mentionné à très juste titre, c'est ce qui va vous permettre de générer des passifs financiers. Et donc cette action, qu'est-ce qu'elle donne? Elle confère des droits politiques d'une part, et là je ne parle pas de la politique au sens national du terme, je parle vraiment de la politique au sens au sein de la société. Donc des droits politiques et des droits financiers. Les droits politiques, ça va vous permettre en tant qu'associé de participer aux assemblées générales. Donc l'assemblée générale, c'est quoi? Je pense que Jeannette peut-être le mentionnera dans son intervention, c'est tout simplement faire le bilan à la fin de l'année, constater le résultat qui a été dégagé par la société, soit un bénéfice, soit une perte, et décider ce qu'on en fait. Et puis, il y a également d'autres décisions qui sont prises au cours de cette assemblée générale. Et ensuite, ça va vous donner également un droit financier. Donc, ce droit financier, c'est ce qu'on appelle le dividende. D'accord? Et donc, les mots sont très précis, J'ai écrit le verbe prétendre. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre dans le résultat de cette transaction, c'est que la valeur d'une action, et donc dans l'entreprise, parce que l'entreprise, au final, c'est quoi? C'est la somme de toutes ces actions. Quand on rédige les statuts à la Constitution, on établit de manière tout à fait arbitraire, entre guillemets, le nombre d'actions qui vont composer la société. Et donc, tout simplement, la valeur de cette société, elle sera définie par ce nombre d'actions. Et vous aurez une partie de ces actions. Et cette valeur, elle augmente et elle diminue. Et on verra comment, puisque ce sera expliqué dans un chapitre suivant. Et donc, on pourra en espérer une plus-value lors d'une potentielle revente. Et donc, c'est quoi les conséquences? Donc, il y a des conséquences, évidemment, pour l'investisseur, et il y a également des conséquences pour la société. Donc, les conséquences pour l'investisseur, c'est quoi? C'est qu'il acquiert la qualité d'associé. Il devient l'associé de cette société. C'est également le cas pour quelqu'un qui achète des actions en bourse. Quelqu'un qui va se connecter sur, je ne sais pas moi, Fortunéo, qui va s'ouvrir un compte titre et qui va acheter des actions Renault, même s'il n'en a qu'une et qu'elle vaut 100 €, admettons, il est associé de Renault, de chez Renault.
Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est dans une société qui n'est pas publique, qui est privée. Donc cet investisseur, il va disposer d'un patrimoine financier. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est que quand vous avez des actions, vous avez transformé votre argent en actions, en titre de propriété d'une société. Et donc ça, c'est un patrimoine. C'est comme quand vous achetez une maison. Quand tu achètes une maison qui vaut 100 000 euros à l'instant T, eh ben, tu as transformé ton argent en maison. Et cette maison, sur le marché de l'immobilier, eh ben, sa valeur elle diminue, elle peut diminuer comme elle peut augmenter. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Puisque ça veut dire qu'à la revente, on peut subir une moins-value ou espérer une plus-value. Et puis en général, le fait d'acquérir la qualité d'associé, ça peut vous donner l'opportunité de vous impliquer dans la gestion de la société en briguant des mandats de directeur général ou autre, mais ça c'est quand même très rare. Là on parle vraiment d'investisseurs passifs, vous donnez votre argent, les dirigeants s'occupent de le faire fructifier et vous espérez des dividendes. Donc il n'y a rien à faire de votre côté, c'est ce qu'on appelle un investissement passif. Et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Donc ça c'est bon investisseur. Pour la société, quelles sont les conséquences? Bah, déjà, très logiquement, elle dispose de fonds supplémentaires. Elle a plus d'argent. Très bien. Mais en plus de ça, elle a plus d'associés dans son organigramme. C'est-à-dire que si vous acquérez, même si vous acquérez 1% de la société, eh ben, vous êtes associé, vous possédez 1% de la société, il va falloir vous rendre compte de la gestion de la société. Il va falloir faire des comptes rendus au minimum annuels. Vous aurez des droits juridiques qui vous permettront de poser des questions, etc. Et donc ça, il faut le prendre en compte pour les porteurs de projets. C'est que quand on fait rentrer des associés, eh ben, l'échiquier politique de la boîte, eh ben, il change. Et ça peut bouleverser les équilibres. Donc vraiment faire bien attention, justement quand on ouvre son capital, je ne sais pas si peut-être il y a des entrepreneurs parmi vous qui m'entendent, quand vous ouvrez votre capital, faites bien attention à la fraction que vous ouvrez aux investisseurs. Ça, c'est important. Donc maintenant qu'on a compris le principe d'un investissement, évidemment, si vous avez des questions, notez-les, hein, je ferai un plaisir d'y répondre à la fin de l'intervention, Inch'Allah. On va parler de la valorisation d'une action. Et en fait, quand je parle de valorisation d'une action, je parle tout simplement de la valorisation de l'entreprise. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'une action, c'est une fraction proportionnelle de l'entreprise. Donc, admettons que l'entreprise soit composée de 100 actions. La valeur de ces 100 actions qui est l'entreprise, eh ben, elle va être proportionnelle à une action qui représente 1%. Il faudra juste faire fois 100 au final. D'accord? Donc, on va parler de la méthode, de comment on documente la valorisation d'une entreprise, et enfin du pricing, comment on fixe le prix. Donc, avant tout ça, il faut, pour les porteurs du projet, quantifier le besoin financier. En général, quand on ouvre son capital, c'est parce qu'on a des besoins. On a besoin d'argent. Je ne sais pas, admettons, je suis une start-up, d'accord, je développe un logiciel super innovant, et ben j'ai besoin de recruter le meilleur des développeurs et son salaire annuel, c'est 120K €. Et ces 120K €, je les ai pas. Donc je vais ouvrir 120K €. Dans mon exemple, évidemment, j'ai pris un chiffre tout rond pour que ce soit plus parlant, parce que je vais faire une illustration chiffrée pour que ce soit bien clair pour vous. Et j'ai fixé à 100 000 €. Soit, est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste, s'il te plaît? À peu près. 10 minutes. 10 minutes? Ok, on va accélérer. Donc la relation, elle est simple. On a un besoin financier d'une part, on a la valorisation de la société d'autre part, et ces deux éléments, ils sont corrélés et ils vont donner le prix de l'action. Donc, comment on va valoriser l'entreprise? On a plusieurs méthodes qui sont assez techniques. C'est des méthodes qu'on étudie en général à un niveau Bac+4, Bac+5. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en général, à votre niveau, vous, quand vous investissez, c'est pour en général, du capital risque, pour des startups qui sont en début d'activité, qui ont des besoins pour commencer. Donc, comme cette société, elle est nouvellement créée, d'accord, elle est nouvelle, on ne peut pas la valoriser sur les bases de ses résultats passés. Ça, c'est pas possible. Son bilan, il est quasiment vide. On ne peut pas l'évaluer non plus sur la base de son patrimoine. Donc, on va l'évaluer sur son potentiel futur. En général, sur 5 ans. Sur un horizon de 5 années. Et donc, sur ces 5 années,
On va dire, OK, cette société sur 5 ans, sur la base d'un business plan notamment, sur 5 ans, elle génère tant de cash. Donc, on va se baser sur les flux de trésorerie disponibles, ce qu'on appelle en français les flux de trésorerie disponibles. En général, dans les startups, plus on est dans des activités de prestation de services, et plus ça va être corrélé au résultat net dont on va parler. D'accord? Donc, petite illustration, l'exemple c'est toujours plus parlant quand on a des chiffres et des images. Admettons qu'on a une société qui génère le cash que vous voyez ici. Donc, 2022, 70 000 euros, etc. Au total, sur 5 ans, elle génère 1258 K euros. Donc, 1 258 000 euros. On va procéder à l'application d'un phénomène économique qu'on appelle l'actualisation. Donc, on va actualiser ces flux de trésorerie au taux de 5%. L'actualisation, c'est quoi? C'est un terme assez technique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'actualisation, c'est le fait de dire que 1 euro maintenant, c'est mieux que 1 euro dans 5 ans. Pourquoi? Parce que mes 1 euro, je les ai maintenant. Ils sont là, ils sont dans mes mains. Si c'est 1 euro qu'on me promet dans 1 an, c'est moins probable. Si c'est 1 euro qu'on me promet dans 2 ans, c'est encore moins probable. Et dans 5 ans, c'est encore moins probable. Donc, on va minorer ces flux de trésorerie qui ont été évalués. Et ça va donner une valeur moindre. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. D'accord? Donc, le phénomène d'actualisation, il donne une valeur de la société à 1000 K euros. Donc, 1 million. Très bien. Je vous rappelle, elle a besoin de 100 000 euros. Elle a été évaluée à 1 million d'euros. Comment on va tarifer ces actions? Et je vous ai mis un petit exercice pour voir si c'est assez clair. Si c'est pas clair, c'est normal, parce qu'il y a quand même assez de techniques derrière. C'est des notions qu'on étudie en général dans un niveau master. Mais ça reste quand même des notions assez logiques. Donc, je vous ai mis ici trois petits points. Et j'aimerais que si quelqu'un a le résultat, qui sollicite la parole à Swat, parce que moi je vois pas le mythe là actuellement, donc je peux pas voir qui veut intervenir. Et j'aimerais que vous me donniez une proposition de réponse pour les 3 éléments pour lesquels il y a des points de suspension. Donc ici, on a vu la valeur de la société, elle est de 1 million. Elle a besoin de 100 000. À votre avis, combien la société va ouvrir de son capital en pourcent ici? Est-ce que quelqu'un a une idée et veut intervenir? 10%. Excellent, très bien. On va détailler les calculs dans la slide suivante. Donc, la société, elle va réaliser une augmentation de capital. Elle va augmenter son capital. Pourquoi elle va l'augmenter? Parce qu'il y a déjà des associés. On ne va pas les faire sortir pour en faire rentrer des nouveaux. On va plutôt créer des nouvelles actions pour permettre juridiquement à ces nouveaux associés de rentrer. Donc, elle va créer 1000 actions. 1000 actions. Bon, ça, c'est arbitraire. Elle peut en créer 1000, elle peut en créer 10, elle peut en créer 1 million. Donc, le prix d'une action sur la base de ces informations, à votre avis, sera de combien? 2 000 euros du coup. 100 euros. Qui dit 100 euros. Voilà, ça, je suis plutôt d'accord avec 100 euros. On verra le détail du calcul après. Et donc, du coup, si l'action, elle est de 100 euros, que la société, elle ouvre 10% de son capital, une action, ça représentera combien du capital? Allez, mathématiciens. 1%. Presque. 0,1. Ça va représenter 0,01%. Ouais. Voilà. Et donc là, on a le détail du calcul. La société, pourquoi elle ouvre 10% de son capital? Parce qu'elle a besoin de 100 000 et elle vaut 1 million. Donc 100 000 divisé par 1 million, ça fait 10%. Ou en d'autres termes, j'ai besoin de 10% de la valeur de ma boîte, c'est-à-dire 100 000. Donc je vais ouvrir 10% de cette valeur. Ensuite, le prix d'une action, elle sera de 100 euros. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 100 000 et j'ai émis 1000 actions. Donc 100 000 divisé par 1000, ça fait 100. Et puis enfin, 10%, le montant que j'ai ouvert de mon capital, il est composé de 1000 actions. Donc une action, ça représentera 0,01%. Et là, je vous ai mis un petit tableau d'équivalence pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le marché, à quoi ressemble le deal. D'accord? Donc moi, admettons que je suis un investisseur, j'ai 10 000 euros de côté, je vais souscrire à 100 actions. Plutôt 100 actions. Et ces 100 actions, je vais les acheter à un prix de 10 000 euros et ça me donnera droit à 1% du capital de la société. Et si j'achète toutes les actions, j'en achèterai 1000, j'investirai 100 000 euros et ça me donnera droit à 10% du capital de la société.
Et ça, c'est vous et la négociation que vous faites avec les dirigeants et les porteurs du projet. Voilà, donc j'espère que ça, c'est clair en termes de fixation du prix d'une action. Je vous mettrai à disposition les slides, Inch'Allah, pour que vous puissiez digérer ça un petit peu, mais vous voyez que économiquement, au final, c'est très rationnel tout ça. C'est vraiment une négociation avec des prix qui sont documentés et à l'appui desquels il y a des documents et des prévisionnels. Donc maintenant, ok, je vais acheter 1000 actions. 1000 actions. Décidément, j'ai du mal avec conjugaison aujourd'hui. Je vais acheter 1000 actions. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que je vais en tirer? Moi, j'ai acheté 1000 actions, j'ai mis 100 000 euros. Qu'est-ce que je vais pouvoir espérer de cette transaction? Et là, on va parler du Return on Investment. Donc, le retour sur investissement, le ROI. Le ROI, c'est un indicateur financier qui permet de mesurer, de comparer le rendement d'un investissement. En clair, combien ça va me rapporter annuellement. Et donc, cette rentabilité, elle s'apprécie autour de deux axes. D'une part, les dividendes. On en a parlé au début. Donc, les dividendes, c'est quoi? C'est une fraction du résultat net qui est proportionnelle au pourcent du capital qui est détenu. Donc, rappelez-vous le tableau que je vous ai envoyé, que je vous ai présenté, la troisième colonne, celle qui montrait la fraction du capital qu'on acquérait, et ben c'est celle-là qui va nous donner c'est cette fraction qui va nous donner la part à laquelle on aura droit dans les bénéfices de la société. Et le résultat net, je vous donne la définition également, c'est le bénéfice de la société après la soustraction de toutes les charges et de l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Nous, dans cet exercice, on va uniquement se baser sur un retour sur investissement à partir des dividendes. Pourquoi? Parce que la plus-value, qui est la revente des titres à un prix supérieur à laquelle on l'avait acheté, donc plus que 100 000 euros, si j'achète mes actions 100 000 et que je les revends 5 ans plus tard à 150 000 euros, j'ai fait une plus-value de 50 000 euros. Et bien ça, on va laisser de côté la plus-value. Et on va se concentrer sur les dividendes. Pourquoi? Parce que la sortie, au final, elle n'est pas systématique. En général, quand on investit dans une société et qu'on met une grosse somme d'argent, eh ben, on a envie d'y rester dans cette société. Surtout si elle est rentable. Si elle est rentable, on va avoir envie d'y rester plus que 5 ans, plus que 6 ans, plus que 3 ans, etc. Donc, on va se concentrer sur les dividendes. Là, je vous mets une petite illustration, par exemple, du résultat net. Donc, on a le chiffre d'affaires hors taxe, très important, puisque la TVA, ça n'appartient pas à la société, ça appartient à l'État. Les charges, les salaires, l'achat de marchandises, de matières premières, les stocks, etc., qui nous donnent un résultat courant sur lequel on va calculer l'impôt, qui va nous donner le résultat net. Et c'est cette fraction du bénéfice qu'on va pouvoir reverser aux associés qui investissent. Donc, je vous donne une illustration du dividende. J'ai acheté mes 1000 actions. Mes 1000 actions. J'ai 10% du capital. Là, le business plan, ça, ces données-là que je vous montre, c'est des données fictives. C'est des données qui sont documentées par un business plan, un prévisionnel. Souvent, on parle souvent du business plan. C'est vraiment un mot qui revient très souvent. C'est ce qui nous permet de justement avoir des projections financières qui nous permettent de calculer la rentabilité pour un investisseur. Et donc, admettons que le business plan, il fait ressortir ces données en termes de résultat net. Et ben, si j'ai acquis 10% du capital et que le résultat net en 2022, il est projeté à 36 000 et quelques, et ben, mon dividende potentiel, ça va être tout simplement 10% fois le résultat net. Et vous avez les projections ici. Donc, sur 5 ans, on voit que la boîte, bah voilà, elle a un résultat net qui augmente. Très bien. En général, quand on a besoin d'argent pour une société, qu'on a du potentiel, et ben le business plan, en général, il fait ressortir une croissance, d'accord? Sauf s'il y a vraiment des investissements très lourds. Et justement, pour intéresser les actionnaires, il va falloir faire ressortir une certaine rentabilité. Donc, on voit qu'au final, à horizon 5 ans, et ben fin 2026, le dividende potentiel, et dans les points de vigilance, je vous dirai pourquoi ils sont potentiels, ces dividendes, et ben je peux espérer 92 176 euros. Très bien. Donc, j'ai investi 100 000. En 5 ans, je récupère 92 176. Quel va être mon ROI? Et bien là, c'est très simple. Le ROI, la formule, vous l'avez sous les yeux, c'est les bénéfices qu'on peut espérer divisé par le montant investi, ou plutôt les bénéfices qu'on a encaissés, puisque le ROI, on le calcule a posteriori. Et donc là, ça nous donne
un pourcentage de 92,17% sur 5 ans. Et donc, si on divise par 5, ça donne un taux de 18,4% par an. Et là, je vous ai mis des équivalences en termes de phrases, des équivalences de compréhension. Donc, en d'autres termes, tous les ans, j'ai récupéré en moyenne 18,4% de mon investissement de 100 000 euros. En d'autres termes, ça veut dire que le taux de rentabilité annuel de cet investissement, il est de 18,4%. Et enfin, en d'autres termes, ça veut dire que le délai de récupération du capital, à partir de quand j'aurai récupéré ma mise de départ, c'est à peu près 5 ans et demi dans votre exemple. D'accord ? Donc voilà comment on détermine le retour sur investissement. Et donc là, je vous mets une notion clé à emporter. D'accord ? Si vous devez retenir qu'une seule chose du retour sur investissement, si c'est votre critère, la rentabilité, c'est ça que vous voulez. La rentabilité et le retour sur investissement, lorsqu'on vous présente un business plan, il va falloir vous concentrer sur les projections de résultats nets. D'accord ? Vous les mettez en perspective avec le montant que vous allez investir et le pourcentage qu'il vous donne. Et ces 3 éléments réunis, ça vous donne votre retour sur investissement que vous pourrez calculer facilement à l'aide des formules que je vous ai présentées. Si vous comptez revendre vos actions au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans ou autre, et là, il faudra intégrer la plus-value que vous pourriez espérer. C'est mieux si c'est documenté par une valorisation d'experts en tant que calcul de votre retour sur investissement. Voilà pour ce qui est de la rentabilité. Maintenant, on va parler de la sortie ou du désinvestissement. C'est ça. La sortie, c'est tout simplement le fait de revendre vos actions. Admettons, vous avez des besoins, vous voulez acheter une maison, d'accord ? Vous avez investi 100 000 euros. Khalid, je te coupe, excuse-moi, 4 minutes encore. Très bien, ce sera bon, Inch'Allah. Donc, au bout de 5 ans, excellente nouvelle, votre société, elle a fait x5. D'accord ? Vous, la société, elle vaut les 10% que vous avez acheté à 100 000, maintenant, ils ne valent plus 100 000 euros, ils valent 500 000 euros. La société, elle a fait x5. Elle vaut plus 1 million, elle vaut 5 millions. Vous voulez acheter une maison. Vous allez tout simplement revendre vos titres. Et donc là, l'acheteur de vos actions, ça peut être la société elle-même, la personne morale, qui peut les annuler pour proposer un effet relutif aux actionnaires. C'est le contraire de la dilution. C'est pour qu'ils aient une meilleure rentabilité de leur action. En général, c'est pas trop le cas, parce que c'est un peu du fisabilillah. Ensuite, ça peut être les autres associés qui peuvent vous racheter vos actions, notamment par des clauses dans les statuts ou dans les pactes d'actionnaires de préemption. Et enfin, ça peut être des tiers. Vous les revendez à quelqu'un, voilà. Il faudrait qu'il y ait un agrément probablement dans les statuts ou les pactes d'actionnaires, mais vous pouvez le revendre à quiconque. Il suffit juste que l'offre rencontre la demande. Et donc tout ça, ça peut être contractualisé dans le pacte d'actionnaires. Ça, je pense que Jeannette va vous en parler. On va parler de 7 points de vigilance. On va parler des 7 points de vigilance. Donc, tout ça, c'est bien, mais ça reste que des chiffres. D'accord ? Le business plan, c'est un document prévisionnel. Donc, nous, en tant que musulmans, on sait bien que al-ghaib la ya'lamuhu illa Allah. Il n'y a que Dieu qui connaît le futur. Il n'y a que Dieu qui sait si la société va remplir ses objectifs, si elle va les dépasser ou si elle va subir un marasme économique. Donc vous, pour vous prémunir de ça au maximum, il va falloir que vous vous concentriez sur les porteurs de projets. Parce que c'est eux, au final, la vraie richesse d'une société, c'est les dirigeants. Plus ils sont crédibles, plus ils vous paraissent professionnels, légitimes, et plus ça doit vous encourager à investir. Si vous avez des chiffres qui sont très alléchants et vous n'avez pas des porteurs de projets qui sont crédibles, je ne vous conseillerais pas d'investir. D'accord ? Deuxième point, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital. Et ça, c'est important de le souligner. Le fait d'investir, ça ne veut pas dire, c'est pas un prêt. En islam, il y a du risque. Dans la charia, justement, dans la finance islamique, on a un principe phare dans la finance islamique qui est le partage de la perte et des profits. D'accord ? Donc, vous pouvez subir une perte en capital. Et ce ne sera pas de l'arnaque. C'est tout à fait légal. C'est ce qu'on appelle un échec économique, tout simplement. Sauf évidemment s'il y a des fautes de gestion. Troisième point, le versement de dividendes, même en cas de bénéfice, il n'est pas systématique. D'accord ? Ça se décide en assemblée générale. Et si les dirigeants, si la majorité des actionnaires votent pour un réinvestissement des bénéfices dans la société et pas de distribution, eh ben, il n'y aura pas de distribution, même s'il y a des bénéfices. D'accord ? Et c'est pour ça que l'aspect politique dont je vous parlais en début de présentation, il est extrêmement important. D'accord ?
Ensuite, un business plan n'est jamais contractuel, c'est-à-dire qu'on va vous présenter des chiffres. Il ne faut pas que vous preniez ça pour argent comptant et que vous preniez ça pour un contrat. Ce n'est pas un document contractuel qui va vous permettre de prétendre à un versement de dividende ou un dédommagement si les objectifs ne sont pas remplis. Et là, il va falloir faire travailler votre esprit critique. Il va falloir raisonner sur les hypothèses qui sont posées sur le business plan. Est-ce que le porteur de projet, il est réaliste dans ce qu'il me raconte? Est-ce que son étude de marché est pertinente? Est-ce que les hypothèses qu'il a posées sont crédibles? D'accord? Ensuite, l'intérêt du pacte d'actionnaires. Par exemple, vous souhaitez investir, mais en cas de bénéfice, vous souhaitez que le versement de dividendes il ait lieu. Et vous voulez que ce ne soit pas négociable. Et ben, en dehors des statuts, on a un contrat entre les associés qui s'appelle un pacte d'actionnaires, qui vous permet d'insérer des clauses et d'avoir ce type d'exigence. Enfin, la fiscalité. Sachez qu'il y a une fiscalité sur le revenu de ce capital. Vous allez engranger des dividendes, ça ce sera soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc là, peut-être qu'il serait pertinent de faire une conférence sur la fiscalité et sur les dispositifs d'optimisation fiscale comme le fait de courir à un niveau TVA, PME, etc. Ça peut être très intéressant. Et enfin, point numéro 7, je vous fais un petit rappel en tant que frère, je vous dirais de payer votre zaquette. Parce que si vous êtes intéressé pour investir, c'est que je pense qu'on peut raisonnablement émettre l'hypothèse que votre argent dépasse le NIRSAB et donc que vous êtes passif et que vous êtes potentiellement soumis à la zakat al-mal, qui est un des piliers de l'islam, qui est une obligation extrêmement délaissée. Et si vous y êtes soumis, je vous invite à la payer votre zakat et à faire le calcul tous les ans. Et enfin, une petite conclusion rapide qui va droit au but, même si je ne suis pas pour Marseille. Investir, au final, c'est quoi? C'est prendre des risques. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair. Merci beaucoup Khalil pour la qualité de ton intervention. Pour toutes celles et ceux qui ont des questions, gardez-les sous la main. Peut-être que Janet y répondra, peut-être que moi-même j'y répondrai. Mais gardez-les sous la main. Encore merci à toi Khalil, merci beaucoup pour cette intervention. Et on en parle tout à l'heure au moment des questions-réponses. On va aborder le volet juridique. Janet, je vais te laisser la parole. Ok. Salam alaikum, bonjour à tous. Déjà, merci d'être là. Je vous trouve assez courageux pour un samedi matin. Alors, petit point de rappel. Donc, je suis avocat en droit des affaires à Paris. Je travaille aussi à l'international. Et donc, j'interviens ici à titre complètement indépendant. Donc, je ne suis pas là pour vous dire investissez, n'investissez pas. Je vous expliquerai, et là j'appuie en fait les propos de Khalil. Faites preuve d'esprit critique. Donc mon intervention, elle va donner des points objectifs majeurs. On n'aura pas le temps d'arriver au fond de certains sujets parce qu'ils sont assez techniques et il faut peut-être parfois des conférences spécifiques sur cette thématique. Donc voilà l'objectif de mon intervention. Donc, alors je n'ai pas fait de support parce que je préfère qu'on se concentre sur ce qu'on va se dire. Et donc n'hésitez pas après à nous poser des questions si on n'a pas répondu. Du coup, moi je vais rebondir en fait sur la notion d'investir. Moi j'aime bien reprendre les définitions. Donc je suis allée voir dans le Larousse et voir ce qui est écrit pour ce terme-là. C'est indiqué. Placer des fonds en vue d'en tirer un bénéfice. C'est exactement ça. L'objectif d'investir de l'argent. Alors là, on va faire un focus vraiment sur le numéraire. Parce qu'il existe des méthodes d'investissement différents en savoir-faire, en industrie, avec en fait des partenariats spécifiques. Mais ça, on fera, je pense, un point différent où on évoquera ça en cas de questions-réponses. Le fait d'investir en numéraire, je vais vous donner quand même quelque chose en fait qui vous parle à tous. C'est investir en bourse. Lorsque vous achetez des titres de sociétés cotées, donc ce sont des sociétés dont le capital est ouvert, quand vous achetez du EDF, du L'Oréal, du Renault et ainsi de suite, vous êtes sur un marché en fait où les valorisations sont actualisées tous les jours et vous achetez ou vous revendez. Et vous vous retrouvez dans la situation où le prix d'acquisition de votre action évolue dans le temps et vous allez le décider du moment où vous allez la vendre ou la racheter, enfin la faire revendre notamment au moment où le prix est le plus fort. Vous allez la conserver pendant la période où le prix est plus bas.
Là, lorsqu'on investit dans des startups, on est dans du marché gré à gré. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est un marché qui est en fait fermé, qui n'est pas un marché public, qui n'est pas un marché ouvert. Donc, on est dans le non-côté et qui est fondé sur la négociation et les accords entre les parties. Du coup, comment on rentre dans une société? Donc là où Khalil a posé en fait les premiers éléments, c'est entrer dans le capital d'une structure. Avoir un titre. Alors, en effet, il y a les grandes catégories en fonction des formes de société. Donc, titre, donc les actions pour les SAS, SA, et les parts sociales pour les structures SARL, SCI et autres. Parce qu'on peut avoir aussi des structures civiles différentes. Il existe aussi des titres spécifiques, différents, qui peuvent être par exemple du BSA, du BSPCE, du BSAR. En fait, le monde de la start-up, vu le besoin de financement, a créé des titres intermédiaires de manière à permettre à répondre à certains intérêts. Certaines choses correspondent à notre éthique, d'autres non. Par exemple, d'office, j'élimine l'obligataire. L'obligataire, c'est pas de l'investissement dans le capital, c'est du prêt. Donc je prête de l'argent à l'entreprise, j'ai un coupon, j'ai un intérêt, et que l'entreprise se porte bien ou mal, je suis rémunéré. Ça, pour le coup, on est vraiment dans le prêt usuraire classique, donc on élimine. Donc on revient dans l'investissement, et là, la notion de risque est primordiale. Quand je suis dans le capital d'une structure, je prends un risque dans le cadre de cette structure-là. Vous n'avez aucune garantie de récupérer les fonds misés. Donc vous avez des business plans, parfois vous avez une antériorité, lorsqu'on est en cours de maturation d'une entreprise, et même comme ça, vous n'avez aucune garantie que les choses se passent comme on avait espéré. L'exemple le plus flagrant, c'est le Covid. Le Covid a mis à genoux beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises qui étaient dans l'événementiel, le tourisme, le transport. Ça a été violent et fulgurant et évidemment non prévisible pour les gens qui ont investi en amont. Alors, quand j'investis dans une société, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends une participation dans une structure. Juridiquement, ça se matérialise comment? En général, on procède par une augmentation de capital. Lorsque la société est en démarrage, on augmente le capital, on va émettre, on va créer des actions qu'on va dédier à une partie des actionnaires qui vont du coup injecter de l'argent dans l'entreprise. Parfois, on est en milieu de vie. Donc, on a des investisseurs qui sortent et moi, je vais être le nouveau tour de table qui rentre. Donc, je vais racheter à quelqu'un. Donc, c'est la personne qui, elle, va récupérer des fonds et je vais avoir des engagements vis-à-vis de l'entreprise, notamment injecter de l'argent au sein de l'entreprise en compte courant, notamment, par exemple. Ensuite, on a l'idée, c'est lorsqu'on investit, il faut savoir de quoi on parle, de quel type d'investissement. Encore une fois, on est dans un marché de gré à gré. Ça veut dire que on peut complètement moduler, négocier tous les points de cet investissement. Ça va être le prix, les modalités, le pourcentage en capital social, les droits politiques, mais aussi la façon dont on va gérer l'entreprise, la façon dont on va sortir, les formules de prix par exemple, on peut les fixer en amont, et enfin, on va se poser des questions sur la maturation ou la durée de mon investissement. Je veux risquer une partie, pas la totalité. Donc je vais peut-être investir une partie ou que je vais mettre en capital social, c'est la partie que je mets en risque, et une autre partie que je vais envoyer en compte courant d'associé, non rémunéré, pas qu'il soit pour qu'il reste dans la catégorie du financement halal, et qui du coup, lui, correspond à du prêt. Mais du coup, n'aura pas lieu, on n'aura pas de rémunération puisqu'il ne peut pas être usuraire. Ensuite, lorsque on rentre dans la société, on va se poser des questions d'un point de vue l'évolution. Est-ce que ma rémunération, elle va être liée au bénéfice uniquement? Est-ce qu'elle va être liée au bénéfice et à la plus-value? Évidemment, lorsqu'on est minoritaire dans une structure, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas voter tout seul la distribution de bénéfices. Puisque souvent, pour les sociétés,
elles vont ouvrir leur capital social, mais elles ne donneront un droit politique fort qu'à certaines proportions d'un montant. Évidemment, si quelqu'un a un petit ticket, il va avoir 1%, 0,1. Qu'est-ce que ça va peser dans les assemblées générales qui vont décider de la distribution ou non. Du coup, on peut se négocier en amont, cadrer l'élément dans un pacte d'associés en disant les associés s'engagent à voter pour la distribution de bénéfices à l'instant où le résultat est supérieur à temps. Donc, il est nécessaire et important de négocier et de cadrer son investissement, puisqu'encore une fois, comme on est dans un marché vraiment très direct, c'est pas un marché ouvert, on n'est pas sur Euronext, vous pouvez peser dans l'investissement. Et dans le sens inverse, les sociétés qui ouvrent leur capital peuvent imposer les limites. En tout cas, moi, c'est mon travail aujourd'hui, c'est de faire rejoindre ces éléments-là et leur donner un corps juridique à travers deux choses, les statuts et le pacte d'actionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire être associé? Donc ça, c'est un élément important. Alors, il faut savoir que le droit français permet de faire des actions sans droit de vote. Alors, attention. Si vous investissez dans une entreprise sans droit de vote, alors c'est assez borderline côté Sharia compliant, donc du coup, il faut se le faire valider en amont. Mais, alors, si vous êtes minoritaire, ou pire, vous avez une grosse proportion de capital, vous n'avez pas de droit de vote, ou un droit de vote minoré. Par exemple, les fondateurs ont un droit de vote double ou triple, et vous avez un droit de vote inférieur, parce que vous êtes des investisseurs passifs. L'objectif pour vous, c'est uniquement de récupérer du bénéfice et pas nécessairement à vous impliquer dans la gestion. Parce que qui dit avoir un droit politique, c'est avoir non seulement un droit de regard, mais aussi vous pouvez orienter les décisions. Donc, en général, les fondateurs, pour se protéger, vont soit mettre en minorité, soit permettre une majorité, mais mettre en minorité sur les voies, c'est-à-dire créer, en fait, décorréler la relation bénéfice et la relation droit de vote. Donc, ça, c'est un point de vigilance très important. Vous devez vraiment vous garantir sur ces éléments-là. En tout cas, tout est possible, mais surtout, il faut que ce soit quelque chose qui correspond à votre accord. Vous n'avez pas de surprise en bout de course. Ensuite, vous avez aussi les types d'actions. Vous avez les actions, et après, vous avez les BSA et les BSPCE. Alors, ce sont des bons de souscription d'actions à valeur minorée qui peuvent être donnés à certaines personnes. Alors, ce sont souvent des catégories de titres spécifiques donnés à des gens, soit qui sont déjà à l'intérieur de l'entreprise, soit qui vont apporter en fait un service à l'entreprise. Encore une fois, ou dans le cas du prestataire, j'ai pas les moyens de le payer, du coup il a un savoir-faire, donc je vais lui faire rentrer à un prix réduit, sous-entendu, il se rémunérera du fait de son apport de savoir-faire qui va faire augmenter la valeur de l'entreprise. Et du coup, ce sont aussi des accords. Et vous, en tant qu'investisseur passif, vous devez vérifier, savoir quel est le plan qui est prévu, puisque vous allez être relué, dilué, en fonction des entrées et des sorties de chacun. La notion de bénéfice est une notion primordiale lorsqu'on est associé, notamment lorsqu'on pense se faire rémunérer sur cette base-là. Un bénéfice, comme vous l'a expliqué Khalil, c'est un résultat net rapporté à la détention du capital social, donc qui va être fractionné en fonction de nombre de parts ou d'actions. Et en fait, si vous détenez 100 actions, vous allez récupérer en fait le bénéfice qui correspond. Mais si vous êtes minoritaire et que vous n'avez pas de droit de vote ou que vous n'avez pas de droit de vote, bah, si vous votez oui pour la distribution du bénéfice, mais qu'au bout du compte la majorité le refuse, il ne se passera rien, vous ne toucherez rien. Donc ça, c'est une chose qu'il faut cadrer. Et donc, dans les clauses du pacte d'actionnaire, ça peut être un élément qui peut être pris en compte. Du coup, là, je vais évoquer le cas de la sortie et je vais faire un focus sur le pacte d'actionnaire. La sortie de l'investissement, encore une fois, lorsqu'on rentre dans une société, on peut prévoir tout de suite les modalités de sortie. Lorsqu'on veut sécuriser les choses, on va définir comment, quelle est la source de rémunération, bénéfice et plus-value, et le mode de sortie. Donc pour mémoire, on est encore dans un marché gré à gré.
Je n'ai pas une action EDF que je remets sur le marché. Je vais aller voir ce marché de côté, je vois le prix, j'appuie sur vendre, elle sera revendue. Parce qu'il y aura toujours des gens qui sont prêts à l'acheter. J'investis dans une entreprise auquel moi j'ai eu confiance, mais du coup c'est à vous d'aller chercher quelqu'un pour racheter vos actions. Donc il faut trouver quelqu'un qui soit convaincu comme vous pour prendre votre place dans le capital social. En général, en fonction des résultats, ce qui vient à passer, et de la culture d'entreprise de chacun, c'est un peu plus difficile. Donc soit la société a un pool d'investisseurs, elle dit on redistribue, il y aura toujours des gens qui seront auprès dans nos réseaux qui sont prêts à racheter, on s'occupera de vous trouver un acheteur. Soit l'entreprise elle pourra très bien le dire, elle est légitime en disant mais débrouillez-vous, trouvez quelqu'un qui est prêt à racheter. En tout cas, moi, j'ai pas dans le pacte d'associés pris l'engagement de racheter. Deuxième situation. Dans le pacte d'actionnaires, on va prévoir la sortie et le rachat. Le rachat, c'est par l'entreprise pour diminution. Ça veut dire qu'il faut que l'entreprise ait atteint un certain niveau de trésorerie, qu'elle ait les moyens internes de racheter les actions à un certain prix. Le prix va se définir d'une chose. Donc on a les critères, les méthodes de valorisation, et évidemment, vous avez la négociation. Si on valorise à 1 million, mais qu'en fait personne ne veut vous l'acheter à 1 million, bah, vous allez baisser. On va en faire la relation avec une maison. Vous avez une maison, vous la valorisez super cher, vous la mettez sur le marché et vous avez des années où elle n'est pas vendue. Et là, vous avez des émissions hyper connues où la personne va vous dire attendez, vous êtes hors marché. Vous n'êtes pas dans le marché, donc il va falloir réduire votre prix si vous voulez trouver un acquéreur. Et bien, pour les actions, c'est pareil. Donc, on peut aussi, dans le pacte d'actionnaire, encadrer tout de suite cette information-là en mettant une formule de prix, une formule de calcul qui obligera la totalité des personnes engagées à se conformer à cette formule de prix s'il n'y a pas eu d'accord ou de meilleur accord. Donc on a la cession et la réduction du capital social. Ensuite, il y a la notion de compte courant. Si jamais votre investissement était une partie sécurisée, une partie non sécurisée, le compte courant, pour être remboursé, il faut que vous mainteniez votre statut d'associé, ou en tout cas, lorsque vous sortez, il peut être remboursé dans un délai déterminé. Une entreprise ne rembourse un compte courant que si elle a la trésorerie disponible, et on a une jurisprudence aujourd'hui qui dit qu'on ne rembourse un compte courant que si cela ne met pas en danger l'entreprise. Vous êtes associé, vous êtes censé poursuivre l'intérêt de la société. Donc si la société n'a pas les moyens de vous rembourser, elle ne peut ne pas vous rembourser tout de suite. Elle aura l'obligation, mais pas le jour où vous dites là maintenant vous êtes remboursé. Ça ne marchera pas comme ça. Donc c'est là où la différence, la qualité d'un accompagnement est très important. Donc soit un avocat, soit un courtier, soit un intermédiaire. Alors les intermédiaires, s'il vous plaît, des intermédiaires ORIA sécurisés avec les diplômes qui vont avec. Donc toutes les personnes qui vous promettent de vous accompagner dans l'investissement, qui vous disent allez-y, et le jour où vous avez des demandes d'informations autres, il n'y a plus personne. Voilà, donc allez sur des personnes qui sont sérieuses. Donc les personnes qui sont sérieuses, ce sont des courtiers, des gens qui sont référencés, qui ont les diplômes qui sont nécessaires, et surtout qui ont les références ORIAS comme pour les assureurs et autres. Donc là, je vais faire un petit point sur le pacte d'associés. Donc, lorsqu'on constitue une société, on met en place des statuts. Donc, les statuts, ce sont un ensemble de clauses qui vont permettre la gestion, définir l'objet social, la composition du capital social. C'est ce qu'on appelle le contrat de société. À côté, on va mettre en place un pacte d'associés. Alors, dans les SAS, par exemple, on a une souplesse très importante. On peut mettre des éléments de pacte d'associés dans les statuts. C'est important, c'est intéressant, puisqu'en fait, les statuts, comme il est publié, il est opposable au tiers. Du coup, ça rassure. C'est une information, en fait, qui est disponible à toute personne intéressée. Le pacte d'associés, il est un peu plus secret. Donc, c'est plus important. On va mettre dedans les éléments, on va approfondir les éléments qui sont prévus dans le pacte d'associés, dans les statuts, pardon. Donc, le pacte d'associés peut avoir plusieurs éléments, plusieurs objectifs. Le premier, il peut avoir un objectif lié à la gestion de l'entreprise. Exemple, la société ne souscrira pas de prêts bancaires usuraires. La société paiera sa lettres.
La société n'investira pas dans certains domaines d'activité. Elle aura pour objectif de limiter son capital social à tant d'associés. En tout cas, voilà, on peut mettre en place un certain nombre de choses. On va aussi limiter parfois les pouvoirs de certains dirigeants. Il faut savoir qu'un dirigeant peut prendre toutes les décisions importantes d'une entreprise. Si on veut se garantir son investissement, on va peut-être mettre des clauses disant que toute décision dépassant, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, ou le fait de vendre un actif, ou le fait de faire rentrer un partenaire qui va reluer ou autre, ou diluer le capital social, va être soumis à l'unanimité. Donc, si vous êtes minoritaire, si vous dites non, bah, vous allez être un point bloquant. Ou majorité qualifiée, à combien 70% plutôt que 60%. Du coup, ce sont des clauses en fait qui vont vous permettre de protéger votre investissement. Puisque si vous avez des droits politiques faibles, au moins ça va rééquilibrer sur certaines décisions. Il va y avoir des clauses de gestion de relations entre associés. Donc, des clauses d'exclusion, par exemple, tout associé qui vient faire la concurrence, qui vient porter préjudice à l'entreprise, pour être exclu. Du coup, l'exclusion, donc c'est une notion qui sera déjà dans les statuts et qui peut être reprise dans le pacte d'associés avec une formule de prix, avec une sanction. Par exemple, ça sera la forme de prix avec une décote. Moins 10, moins 20, moins 30%. C'est une question de négo, évidemment. On va mettre en place les clauses anti-blocage pour permettre parfois, donc lorsqu'on a des gens qui sont un peu des plus gros minoritaires ou des gens qui vont avoir par exemple plus de 40%, 35%, 40% de capital social, elles peuvent bloquer des décisions extraordinaires importantes. Du coup, parfois légitimement ou non. Donc si on a une situation de blocage qui vient à mettre en péril l'entreprise, on peut prévoir des clauses. La clause qui dit comment on fait pour gérer cette solution-là et prévoir la sortie anticipée de la personne qui peut poser souci et du coup mettre en péril les investissements des autres associés. On peut aussi prévoir en fait des clauses liées à votre investissement. La durée de votre maintien dans le capital social, donc 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans. On peut aussi prévoir votre sortie, parce que parfois les fondateurs ils ont eu besoin de votre argent, arrivent à un moment donné, ils n'ont plus besoin. Ils veulent se retrouver propriétaires de leur entreprise, donc ils vont prévoir la sortie obligatoire au bout d'un certain temps. Vous avez aussi les clauses dans le cas où on essaie de faire un effet de levier. L'objectif des fondateurs, c'est pas d'être redevenir propriétaire, c'est de faire développer un maximum leur activité et la valoriser au maximum pour attirer l'attention d'une plus grosse entreprise, donc soit un concurrent, un institutionnel ou autre, pour se faire acheter. Et là, du coup, on va prévoir des clauses de sortie obligatoire. Ça veut dire que Google se présente à la porte de l'entreprise, dit « je veux vous racheter 2 milliards, il faut que tout le monde sorte ». Cette clause-là va définir comment on va fixer cette politique de sortie, sachant que tout le monde sera racheté au même prix. Mais si par exemple 60% des associés, 70% des associés votent pour la vente totale de l'entreprise, les minoritaires qui ont refusé ou autres vont être obligés de vendre et de suivre. Ils vont recevoir leurs bénéfices, la plus-value, au même titre que les autres. Mais cette clause va permettre la sortie. Donc ça aussi, c'est le modèle économique de l'investissement. C'est soit je reste très longtemps, soit je reste pas longtemps, où l'objectif c'est donner un coup de pouce à cette entreprise pour faire l'effet de levier qu'on cherche tous à faire. Ensuite, on va avoir toutes les clauses de sortie. Obligation d'acheter ou de vendre, les formules de prix, dans quelles conditions, le remboursement du compte courant, on peut prévoir aussi dans le pacte d'associés comment on rembourse le compte courant. On va prévoir aussi tout ce qui est rémunération liée aux bénéfices, donc obligation de voter oui à la distribution des bénéfices si le résultat est supérieur à temps, si le REX est supérieur à temps, donc on va mettre des critères objectifs. Et on va mettre aussi des clauses pour gérer l'entrée et les sorties dans le capital social, à savoir des clauses de préemption. C'est-à-dire si quelqu'un vient à vendre, il d'abord doit proposer à ses investisseurs déjà présents. S'il trouve un tiers, il faut qu'il soit agréé. Donc parfois, on n'a pas envie que n'importe quel tiers rentre, notamment un concurrent. Et enfin, lorsqu'on veut fidéliser
des gens qui ont un savoir-faire, des techniciens, des gens qui ont apporté beaucoup à l'entreprise et qu'on veut les récompenser en action, on peut limiter, encadrer en fait ces éléments-là. Donc le pacte d'associés va avoir un effet important dans le cadre de l'investissement puisqu'il va donner la couleur et le périmètre de l'investissement. Encore une fois, on répète et encore, investir, c'est prendre un risque. Alors vous pouvez avoir le plus beau pacte d'actionnaires du monde, vous pouvez avoir les plus beaux statuts du monde. Si la société n'atteint pas ses objectifs et qu'elle n'arrive pas à arriver à générer en fait le profit qu'elle le souhaite, vous n'avez aucune garantie sur votre investissement. Du coup, j'en viens, moi, sur les points de vigilance. Encore 5 minutes, Jeannette. Ok, bah, je vais conclure avec les points de vigilance. Ça marche. Alors, ce que moi j'ai vu en fait au sein du cabinet, ce sont des situations, on voit des très belles choses et parfois des situations complètement ubuesques. La première, ce qui est indiqué, écrit dans vos papiers doit correspondre à votre accord. Alors ne mettez pas vos familles, autres tels titulaires d'actions ou autres, pour au bout du compte dire en fait non, c'est moi qui est propriétaire des actions, mais j'ai mis mon frère, ma soeur, ma mère, et ainsi de suite. On s'est mis d'accord on va distribuer des bénéfices dès lors qu'on aura atteint tel objectif. C'est écrit nulle part. Et le jour J, bah, évidemment, ça n'a pas été voté. Donc, vos contrats doivent correspondre à vos accords. Si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas, ça n'a pas de valeur juridique. Ensuite, la notion de risque, elle doit être encadrée. Si vous risquez en capital ou vous mettez en compte courant, vous devez absolument garantir les choses. N'oubliez pas qu'une entreprise peut déposer le bilan. Elle peut aller en procédure collective. Et vous êtes des créanciers chirographaires, c'est-à-dire vous êtes les derniers payés lorsque tout le monde sera payé en amont. Et pour vous pouvez être sûr que vous avez les impôts et les URSSAF et les bailleurs, les salaires qui passent avant vous. Donc souvent, lorsque le liquidateur est nommé, ils sont payés en priorité, vous avez ce qui reste et en général, il ne reste rien. Il faut que votre investissement soit équilibré. Donc, soit vous apportez beaucoup d'argent et du coup, vous avez un gros poids. Si vous apportez peu d'argent, bah, le risque, il est différent. Donc, il faut que ça soit proportionnel. Et le pacte d'associés doit être équilibré, correspondant en fait à cette notion-là. Si vous faites intervenir des intermédiaires, donc petit rappel, l'intermédiation dans le cadre de rapprochement entre entreprises et investisseurs, gré à gré, donc hors marché, il est encadré, c'est une profession réglementée. Donc la loi a ouvert plein de choses, mais c'est quelque chose qui est réglementé. Donc faites attention à qui vous faites appel. Les formalités doivent être réalisées à chaque fois qu'il se passe quelque chose au sein de la société, au sein du capital social. Ça fait preuve de publication, d'enregistrement des impôts, il faut que ça soit fait. Donc un avocat est primordial dans la boucle ou un service juridique interne formé nécessaire. Donc vérifiez que tout soit bien publié, tout soit bien enregistré. Concernant la sortie, vérifiez comment vous allez trouver un acheteur. Si ce n'est pas la société qui vous rachète, si personne ne veut vous racheter, bah, vous êtes bloqué. Vous restez dans la structure. Ensuite, sur la rémunération, alors là, je vais conclure à la même manière que Khali. Un business plan, c'est qu'une projection. C'est des éléments avec des postulats. Bon, mauvais, moyen, très bon. Donc, et faites preuve d'esprit critique. Si vous n'êtes pas en capacité, ce qui est possible et normal, si vous ne connaissez pas le secteur d'activité ou autre, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels du chiffre. Regardez des sites comme Interfimo, vous avez des cotations, des valorisations. Les impôts prévoient des grilles de valorisation d'entreprise. Exemple, la restauration, la coiffure. Ce sont des activités qui sont connues, c'est un temps de pourcentage de chiffre d'affaires. Et enfin, si vous investissez dans des activités réglementées, vérifiez que vous avez le droit d'y entrer. Vous ne pouvez pas rentrer dans n'importe quelle activité, notamment des cabinets d'avocats, des pharmacies, professions médicales. Ce sont des capitaux qui sont ouverts à des gens qui ont des diplômes spécifiques ou qui ont un statut spécifique. Si vous ne remplacez pas ces critères-là, bah, vous êtes en défaut. Je vais conclure avec ces éléments-là. J'ai vu une petite question sur la fiscalité.
En effet, le point fiscal est important. Alors, il ne faut pas oublier que la plus-value, les bénéfices sont taxés. Vous avez la flat tax, certains éléments. Et vous avez du revenu des actions. Alors, ce qui se passe en fait quand vous investissez en banque, EDF, autres, vous avez vos banquiers en fait qui vont faire les prélèvements pour vous. Vous avez la CSG, CRDS et après vous avez l'application de l'impôt sur le revenu sur les personnes physiques. Là, c'est votre grille classique qui va s'appliquer en fonction de votre foyer fiscal. Et je vais m'arrêter là. Super. Merci beaucoup, Janet. Un grand merci à toi. Encore une fois, hein, pour celles et ceux qui ont des questions, gardez-les. Je vais juste intervenir et à l'issue de mon intervention, on posera toutes les questions. Vous pourrez poser toutes vos questions. La mienne, mon intervention sera plutôt courte parce que justement, l'objectif avec Muslim Ambition, je pense que vous l'avez compris, il y a pas mal de problématiques, des points de vigilance. Il y a des centres d'intérêt effectivement, mais il y a des points de vigilance. Et on a essayé de retranscrire un peu tout ça, tout ce qui a été dit par Khalil et Janet dans une grille d'évaluation qu'on va exploiter nous-mêmes de notre côté pour évaluer les projets qu'on va recevoir avant de vous les soumettre. Et l'objectif concrètement, c'est d'être assez strict dans cette évaluation et de veiller à pas vous orienter tout et n'importe quoi et n'importe qui entre guillemets. Donc je vais vous présenter rapidement un peu cette grille d'évaluation-là pour que ça soit un peu plus clair peut-être pour vous, matérialiser un peu tout ça. Et puis derrière, on pourra en discuter et on pourra échanger un peu plus en profondeur. Alors, je vais vous montrer la grille. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Hop, je vois pas le... Hop, non. Vous voyez pas mon écran? Ah bah oui, je partage pas mon écran. Hop, hop, hop. Alors normalement là c'est bon, vous devez voir mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, ok, parfait. Moi je vous vois pas, donc n'hésitez pas à prendre la parole si jamais vous voulez me solliciter et s'il y a un petit souci, si ça défile pas. Donc, on a mis en place une grille d'évaluation pour justement évaluer les projets et en lien avec l'ensemble des critères mis en avant par Khalil et Janet et en nous inspirant également des autres fonds d'investisseurs, fonds d'investissement, pardon, aux autres cercles d'investisseurs, mais aussi de l'expérience qu'on a pu acquérir auprès des projets qu'on a accompagnés de l'écosystème entrepreneurial français et aussi des experts en finance et en finance islamique avec qui on a pu discuter. On a mis en place cette grille qui est basée sur quatre axes principaux: l'entrepreneur ou l'équipe s'ils sont plusieurs, le projet en lui-même et le business plan, le volet financier de manière générale et enfin l'axe juridique. Au niveau de l'entrepreneur, on va évaluer déjà dans un premier temps l'adéquation entrepreneur ou équipe avec le projet. Comment ça se matérialise en termes d'expérience, de parcours et de compétences. L'entrepreneur peut-il être considéré comme la meilleure personne pour porter ce projet-là? Et ensuite, on va un peu plus loin. L'équipe d'associés est-elle claire et cohérente en termes de compétences et répartition des rôles? L'équipe d'associés est-elle animée par la même vision? Ce point-là, il est, selon moi, important et primordial parce que dans l'écosystème startup, les investisseurs préfèrent les équipes d'associés plutôt que les solopreneurs. Ce qu'on appelle un solopreneur, c'est quelqu'un qui entreprend tout seul. Les investisseurs vont privilégier les équipes d'associés où généralement ce qu'on retrouve, ça va être le CIO, quelqu'un qui est sur le CTO, donc qui est sur la partie technique, et quelqu'un qui est chargé de la communication. Malheureusement, l'écueil de ça, c'est que certains solopreneurs vont constituer une équipe artificielle pour montrer à des investisseurs qu'ils ont une équipe. Et au final, quand on arrive et qu'on étudie le projet, ce qu'on voit, c'est que clairement, ça se voit tout de suite. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se voit tout de suite. On voit une personne, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà,
ça se voit tout de suite. On le voit tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas du tout liée au projet, c'est incohérent. Et du coup, c'est problématique. Et je l'ai vu de mes propres yeux, même des incubateurs qui poussent les solopreneurs à s'associer et on voit des trucs, des pitchs avec des personnes, limite le CTO ne connaît même pas le projet dans le pitch, c'est ahurissant. Mais là, ce que je vous dis, c'est un peu abstrait. Comment on peut le matérialiser concrètement? C'est on voit des associés, donc ça veut dire 3 personnes qui vont s'armer pour lancer le projet, mais que quand on regarde sur le papier, on a le CEO qui a 90% et les 2 autres qui ont 5%, 5%. Là, ça doit vous interpeller, alors que c'est censé une équipe d'associés de 3 personnes qui s'associent pour se lancer corps et âme dans le lancement d'un projet. Donc, ça doit vous interpeller si on voit 90%, 5%, 5%. Ensuite, on arrive au niveau des… Je peux juste te couper 2 secondes. C'était juste pour faire une petite remarque. Si Hamza Braiki, si tu peux couper ton micro, parce qu'en fait, ça résonne, du coup, on n'entend pas très bien ce que tu dis. Jazakallah khair. Merci Nourdine, merci à toi Hamza. Est-ce que j'ai besoin de revenir ou c'est bon, vous avez quand même pu entendre ce que j'ai dit? Non, c'est bon, c'est clair. C'est bon. Ok, super. Au niveau des soft skills, donc en termes de savoir-être, le ou les entrepreneurs ont-ils l'intelligence relationnelle, les capacités de communication et le caractère, les aptitudes interpersonnelles pour mener à bien ce projet-là? Donc là, je pense que c'est un peu clair. Au-delà de la technique et de la maîtrise un peu de son marché ou de son domaine, il faut que l'entrepreneur et quand même ou l'équipe d'entrepreneurs puisse avoir un savoir-être qui lui permette d'aller dans le développement de son projet, sur la négociation avec des fournisseurs, des partenaires et les clients potentiels aussi. Si jamais il s'agit de gros clients potentiels, il faut que les entrepreneurs aient ce savoir-être-là de pouvoir discuter avec ce type d'interlocuteur. Au niveau de la connaissance du marché, c'est là aussi un critère important, c'est le ou les entrepreneurs ont-ils une connaissance approfondie de leur marché et de ses enjeux actuels et futurs. Et là, c'est hyper intéressant. C'est un élément sur lequel on se base beaucoup avec Muslim Ambition pour intégrer des projets qu'on accompagne ou pas. C'est est-ce que lorsqu'on a l'entrepreneur au téléphone, est-ce qu'il nous apprend littéralement quelque chose dans son domaine dans lequel il veut entreprendre, ou alors est-ce que l'entrepreneur il a une connaissance assez plate de son marché, et quand je dis assez plate, c'est qu'il connaît les problèmes de ce marché-là, mais qui sont les problèmes que tout le monde peut connaître, que toutes les personnes de la masse peuvent connaître. Est-ce que l'entrepreneur il est en capacité d'aller un peu plus loin et de détecter des subtilités, des problématiques qui ne sont pas connues par la masse et qui vont faire que l'entrepreneur est le plus à même d'entreprendre dans ce secteur-là et pas entreprendre en se cassant les dents parce qu'il n'aura pas justement eu cet élément-là, ces subtilités-là qui fait que quand il va se lancer sur le marché, malheureusement, le service ou le produit proposé ne correspond pas aux attentes réelles du marché. Ensuite, bien sûr, ce qui va nous intéresser également, ça va être le projet. Et là, il y a un point, c'est ce que je vous disais en introduction, avec Muslim Ambition, on est vraiment attaché à cette question de l'innovation. On ne va pas vous orienter des projets qui sont très traditionnels. On veut vraiment s'axer sur les projets innovants, même si dans certains projets traditionnels, il y a des beaux retours d'investissement à réaliser. On veut pouvoir, dans notre vision, pousser et faire en sorte que les musulmans soient de ceux qui créent les innovations de demain. Donc, c'est un critère qui est important pour nous. Comment ça se matérialise? Le projet a-t-il une valeur ajoutée par rapport à l'état du secteur dans lequel il s'insère? Ça peut être un projet complètement disruptif qui crée quelque chose de complètement nouveau dans un secteur bien donné, ou alors par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Est-ce que l'entrepreneur qu'on reçoit, il crée un énième concurrent sur le marché alors qu'il y a déjà bon compte concurrent, mais il apporte aucune plus-value, aucune valeur ajoutée et qui veut juste des capitaux pour lui aussi essayer de grappiller des parts du marché? Ou alors, est-ce que l'entrepreneur qui se lance a vraiment une valeur ajoutée et une plus-value par rapport aux acteurs qui existent sur le marché? Ensuite, on a un critère qui est là vraiment très très important et même primordial, et vous le verrez dans le sous-critère indiqué dedans, c'est la notion d'éthique. Est-ce que l'impact de ce projet est-il positif au regard de l'environnement, l'individu et la vie en société de manière générale? Et là, j'ai fait exprès de mettre l'environnement en premier parce que ça, c'est un point que je veux pouvoir mettre en avant. On l'oublie souvent, mais dans le Coran, on a plus de 300 versets qui nous parlent du respect de la terre
et de l'environnement et du ciel et de la terre. Est-ce que le projet qu'on reçoit concrètement est dans cette démarche écologique ou est-ce que lui aussi va participer au réchauffement climatique et à toutes ces questions écologiques auxquelles on fait face aujourd'hui? Mais de manière générale, on sait qu'on est dans un système malheureusement qui vient promouvoir la surconsommation, le gaspillage, qui vient mettre à mal complètement l'alimentation de nos enfants avec un taux de sucre élevé à chaque fois dans ce qu'on mange, qui met à mal complètement l'éducation des enfants, mais aussi des plus grands qui sont H24 collés aux écrans. Est-ce que là, les projets qui sont soumis ou les projets qu'on va aller chercher, est-ce qu'ils ont plutôt un impact positif ou un impact négatif sur la société de manière générale? Et ensuite, il y a un deuxième sous-critère, lui, qui est rédhibitoire, c'est est-ce que le projet est conforme au droit commercial musulman? Ça, vraiment, si le projet, là, il y a des exemples très simples, hein, c'est si le projet commercialise de l'alcool, bah, là, c'est très simple, ni on étudie le projet, ni on soumet le projet à l'investisseur. Mais ça peut aller beaucoup plus loin et c'est là où, sur ce critère-là, on va s'entourer et on est entouré d'experts en éthique des affaires, mais aussi en droit commercial musulman, mais aussi en finance islamique pure et dure, pour veiller à ce que les projets qu'on reçoit, à un moment donné, ne soient pas en contradiction avec l'éthique musulmane et le droit commercial musulman. Ensuite, on en arrive à la demande. L'étude de marché a-t-elle permis de valider une forte demande autour du projet ou service? Et là, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent avoir l'idée du siècle, mais qui n'ont jamais pris le temps de valider l'intérêt réel du marché. Donc là, on va poser la question, avez-vous validé l'intérêt de ce marché-là? Mais ça ne suffit pas. Si oui, comment? Et qu'ils nous le prouvent et qu'ils nous l'expliquent. Et on peut aller un peu plus loin, mais là, c'est déjà un peu plus pour des entreprises déjà avancées. Est-ce que le product market fit a-t-il été atteint? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise est arrivée à une situation où, ça y est, elle a trouvé le produit pour le bon marché avec le meilleur des canaux d'acquisition et de communication? Et ça, c'est pour une entreprise qui est déjà quand même suffisamment avancée. Ensuite, on arrive à un point là aussi très très important. De toute façon, tous les points qu'on a mis dans cette liste-là sont très importants. C'est la notion de scalabilité. Mais vous, en tant qu'investisseur, cette notion de scalabilité, elle va être très importante parce que c'est là où vous pouvez commencer à avoir un ordre de grandeur sur les retours sur investissement que vous pouvez avoir. Comment ça se matérialise? Est-ce que le projet peut-il être répliqué à plus grande échelle? Et si oui, est-ce que les entrepreneurs savent-ils comment répliquer à plus grande échelle l'acquisition de clients faite au démarrage? Et là, on va un peu plus loin, on aborde cette notion justement de l'entrepreneur. Connaît-il le coût d'acquisition d'un client? Est-ce que les coûts variables sont-ils faibles ou élevés? Comment ça se matérialise? De manière très simple. Est-ce que dans le projet soumis, le fait d'acquérir 10 clients supplémentaires nécessite d'embaucher 10-15 salariés? Là, cette problématique, ça veut dire que les coûts variables sont très élevés. Pour avoir des nouveaux clients, je dois embaucher des salariés, ce qui fait que des salaires vont être décaissés avec tout ce qui est charges sociales, charges patronales, etc. Et du coup, c'est complexe. À l'inverse, un projet scalable, c'est un projet, notamment avec les outils numériques qui le permettent assez rapidement. C'est peut-être avec les mêmes forces humaines ou peut-être en embauchant une ou deux personnes, un développeur par exemple, je vais pouvoir tout de suite toucher une échelle nationale, internationale pour aller chercher tout de suite beaucoup plus de clients. Et les startups sont caractérisées par cette notion de croissance exponentielle. Je peux croître très rapidement parce que mes coûts variables sont faibles et j'ai pas besoin, le coût d'acquisition d'un client n'est pas élevé et j'ai pas besoin d'embaucher 10 personnes pour aller chercher 10 nouveaux clients. Ensuite, on va rentrer sur le volet financier. Donc, je vais pas mal m'attarder ici, mais les deux autres points, pas trop, parce qu'on l'a déjà abordé avec Khalil notamment, mais aussi Janet. Il y a une question qui est très intéressante et beaucoup d'entrepreneurs tombent dans cet écueil-là. C'est au niveau du business model, est-ce que de manière claire, le business model permet-il une monétisation du projet? Les entrepreneurs savent-ils comment ils vont gagner de l'argent? Là, vous allez me dire oui, si un entrepreneur veut lever des fonds, c'est qu'il sait comment il va gagner de l'argent. Malheureusement, on le voit beaucoup et je pense que vous l'avez déjà peut-être entendu, des entrepreneurs qui disent le projet va marcher, on fera de la publicité quand on aura beaucoup de visibilité et c'est la publicité qui va nous rapporter de l'argent. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Alors là, vous allez me dire oui, mais YouTube, Google, Facebook, etc., c'est leur business model. Oui, mais
Là aussi, il y a une autre réalité, c'est que l'entrepreneur en face de nous, c'est pas Facebook, c'est pas Google, c'est pas YouTube. Et méfiez-vous d'ailleurs par rapport à ça. Hein, j'ai eu ça il y a pas longtemps au téléphone. Quelqu'un qui au téléphone directement vous dit, moi mon projet c'est de concurrencer Google. Méfiez-vous. Ça peut être vrai, hein, ça peut être réel. Hein, c'est pas pour rien que Google rachète d'autres startups rapidement parce que ça peut leur mettre à mal leur développement. Mais quelqu'un qui vous dit ça dès le départ, il faut se méfier. Il faut plutôt s'orienter et s'intéresser à des entrepreneurs qui vont se focaliser sur leur plus-value et leur valeur ajoutée, sans s'intéresser à se dire je vais concurrencer Uber, je vais concurrencer YouTube, etc. Un autre élément qui est important, c'est le prix de revient du produit. Est-ce qu'il est identifié? Et une fois que le prix de revient est identifié, est-ce que la marge est identifiée et est-ce qu'elle est intéressante et cohérente pour un retour sur investissement derrière? Ensuite, on va avoir le prévisionnel, la valorisation et le besoin en financement. Ça, c'est ce que vous disiez, Khalil et Janet. Un business plan, c'est très compliqué en fait, et tous les entrepreneurs passent par là. Quelqu'un qui débute, de définir quel va être mon chiffre d'affaires du mois de décembre de l'année N+5. Je ne sais absolument pas combien de produits je vais vendre en décembre 2026. Donc, c'est difficile de définir un vrai prévisionnel qui va être basé sur des chiffres vrais. Mais derrière, ce qui va nous intéresser littéralement, c'est un exercice pour l'entrepreneur. Et c'est pour ça que les investisseurs continuent à demander des business plans. C'est que ça nous permet de vérifier si l'entrepreneur est sérieux, s'il est capacité d'avoir une vraie maîtrise de son sujet et d'avoir une réelle stratégie, une réelle réflexion qui va faire que même si il faut prendre avec précaution les chiffres, est-ce que l'entrepreneur est capable de mettre en avant des éléments tangibles? Un prévisionnel basé sur des éléments tangibles, cohérents et justifiables. Est-ce qu'il est capable de justifier les chiffres mis en avant? Est-ce que, au final, cette valorisation-là est-elle cohérente et est-elle intéressante pour l'investisseur? Parce que on va arriver à une valorisation qui est liée au chiffre d'affaires. Est-ce que celle-ci est cohérente? Ou alors est-ce qu'on tombe sur des chiffres astronomiques qui sont pas du tout cohérents? Et Janet, elle en a parlé. Sur certains secteurs, on peut aller voir quelles sont les échelles de valorisation. Mais une fois qu'on a répondu à cette question-là, est-ce que la valorisation est intéressante pour des investisseurs? Est-ce que si la valorisation, à l'inverse, est trop petite, est-ce que c'est intéressant d'investir? Parce que là aussi, le retour sur investissement, il risque d'être assez faible. Enfin, au niveau du besoin en financement, est-ce que ce besoin est-il cohérent? Est-ce que la stratégie d'utilisation des fonds est-elle claire et pertinente? Alors là, c'est vraiment l'entrepreneur qui doit démontrer, OK, j'ai besoin, je reprends l'exemple de Khalil tout à l'heure, j'ai besoin de 100 000 euros, mais est-ce que ce besoin, il est cohérent? Est-ce qu'il est cohérent dans la stratégie de développement? Et est-ce que comment je vais utiliser ces fonds-là? J'ai pris le temps d'établir une vraie stratégie d'utilisation des fonds et que je suis en capacité d'allouer un pourcentage de ce budget-là à la communication, à la technique et à d'autres postes de dépenses? Ou est-ce que l'entrepreneur est flou? Est-ce que c'est vague? Est-ce qu'on comprend pas? Il veut de l'argent, mais il sait pas comment il va l'utiliser. Donc, il va falloir faire attention à ces notions-là. Pareil sur le retour sur investissement. Les prévisions de retour sur investissement sont-elles claires et intéressantes pour l'investisseur? Et est-ce que le processus de sortie, s'il y en a un, est-il clair là aussi? Ou est-ce qu'on est dans des schémas plutôt complexes et ambigus? Et ça, c'est lié à l'axe juridique avec lequel je vais conclure. Est-ce que la situation juridique de l'entreprise est-elle claire? Et ça, c'est ce que disait Jeannette. Malheureusement, des fois, on reçoit des entreprises où c'est pas clair du tout. Le CIO qui est en face de nous, qui pitch, il est même pas présent sur les statuts. On comprend pas pourquoi, parce qu'il a voulu mettre quelqu'un d'autre de sa famille, il voulait pas apparaître, etc. On est dans des situations très floues, très claires. Et là, on vous déconseille d'y aller, même s'il y a potentiellement la possibilité d'avoir un retour sur investissement intéressant. Et là, pour conclure, la même chose que Jeannette, est-ce que l'entreprise est-elle accompagnée d'un avocat dans ses démarches de levée de fonds? Ça va être hyper important pour vous, pour solliciter l'avocat si besoin et veiller à ce que l'entrepreneur ne fasse pas aussi n'importe quoi parce que l'avocat est là pour cadrer la chose et veiller à ce que on soit un équilibre entre l'investisseur et l'entrepreneur. Voilà. Hop. Alors concrètement, avec Muslim Ambition, on va recevoir les projets, on va les étudier en fonction de cette grille d'évaluation-là. Et derrière, on va vous
les orienter. Une fois qu'on a pris le temps d'étudier les projets, soit les projets reçus, soit des projets qu'on va aller chercher nous-mêmes dans des réseaux privés, parce qu'on sait que c'est des projets à fort potentiel qui respectent les critères que je vous ai exposés, on va vous les présenter et ensuite vous allez les analyser vous aussi de votre côté. Ça vous engage absolument à rien. Vous avez la possibilité soit d'investir, soit de ne pas investir. Bien sûr, bien évidemment, le projet, on vous l'envoie avec potentiellement une petite note pour vous expliquer pourquoi on vous l'envoie. Et derrière, on pourra mettre en place une session de pitch où l'entrepreneur va pitcher aussi devant vous pour se défendre et exposer le potentiel de son projet-là. À partir de là, soit vous investissez, soit vous investissez pas. Et c'est là où il y a une plus-value aussi de notre réseau. Il y a des investisseurs aguerris et des investisseurs qui sont novices. Lors de sessions de pitch, ce qui va être intéressant, c'est que les investisseurs aguerris, par les questions qu'ils vont pouvoir poser, ça va pouvoir vous aiguiller là aussi sur le potentiel du projet. On va pas vous laisser comme ça au hasard, investir ou pas. On va vous accompagner et vraiment, l'objectif, c'est que ce cercle d'investisseurs-là vous permette de grandir tous ensemble. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que Janet et Khalil aussi. De toute façon, on met en place jusqu'à midi un petit moment de questions-réponses pour répondre à vos questions. On gardera 5 minutes pour conclure à la fin. Du coup, si vous avez des questions, à vous la parole. On vous laisse la parole. Et encore, merci à vous pour votre écoute et votre attention. N'hésitez pas, soit à prendre la parole directement, soit à passer par le chat. Alors, Sofiane, l'étape suivante, j'en parle à la fin. On prend 5 minutes à la fin, mais j'en parle à la fin. Salam alaikum. Du coup, il me reste une petite question. L'équipe, elle se compose de vous trois ou de Souad seulement, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui pour évaluer les projets, Inch'Allah? Alors, moi, Janet et Khalil ne font pas partie de l'équipe. Comme l'a rappelé Janet, c'est des intervenants indépendants et extérieurs. Mais par contre, j'ai tout un réseau de mon côté qui sont avocats ou qui sont experts en finance que je fais intervenir, que je sollicite au cas par cas pour l'évaluation des projets en fonction des besoins. Mais sinon, c'est moi qui interviens dans un premier temps pour l'évaluation des projets, dégrossir les projets et ensuite, si besoin, faire intervenir d'autres experts répartis un peu sur toute la France pour avoir davantage d'informations et de précision. Mais c'est à chaque fois des experts qui sont indépendants et qui sont extérieurs à la structure de Muslim Ambition. Salam alaikum, je me permets de prendre la parole. Bon, déjà, barakallahu fikoum pour votre intervention, c'est vraiment intéressant. Et du coup, si je comprends bien, Souad, donc toi, tu reçois les projets, tu les dégrossis. S'il y a des points, des zones d'ombre par rapport à ta grille, tu les valides auprès de ton réseau. Et ensuite, tu nous soumets à nous, potentiels investisseurs, les projets. Et on voit si on avance ou pas. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vous les soumets et ensuite, si vous êtes prêt à investir dedans, là, on engage les démarches auprès de l'avocat, de l'entrepreneur. Et si lui-même n'a pas d'avocat, nous, on a les avocats qu'il faut pour orienter l'entrepreneur et les investisseurs vers les avocats en question pour qu'ils puissent traiter le dossier de A à Z pour sécuriser les fonds et veiller à ce que l'investissement au niveau financier et juridique se passe de la meilleure des manières. Ok. Et du coup, je voulais savoir par rapport à Jeannette notamment, si demain, voilà, on me soumet un projet, mais que j'ai besoin de conseils et sécuriser, on va dire, mon investissement, comment on peut prendre contact avec toi ou bénéficier de ton accompagnement? Alors, c'est pas très compliqué. Je suis sur Internet, les réseaux ou autres. Mes coordonnées sont accessibles. Donc, j'ai un site Internet sur LinkedIn, Facebook. Donc, il suffit de me contacter, soit au cabinet, soit m'adresser un mail. Et j'interviens. Dans tous les cas, il y a un élément très important, que ce soit moi ou un autre. Les avocats, on est gouvernés par une déontologie. Si d'aventure on intervient en fait dans un dossier où on a des parties avec des intérêts divergents, on a l'obligation de préserver les intérêts de chacun. On ne peut pas prendre parti, on doit être neutre. Donc on va donner une information claire et précise à l'ensemble des parties en présence, de manière qu'elles prennent leurs décisions ou négocient en toute connaissance de cause.
En tout cas, déontologiquement, lorsqu'on est rédacteur unique, c'est le terme qu'on utilise, on doit défendre les intérêts de chacun. C'est ce qui fait aussi que parfois, si des intérêts deviennent complètement divergents, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre son propre conseil. Je comprends tout à fait que le fait de solliciter un avocat en droit des affaires, ça peut, c'est un budget, c'est de l'argent, c'est du temps. Mais parfois, c'est pas inintéressant, ne serait-ce que prendre une consultation, même si vous ne faites pas intervenir un rédacteur, mais au moins une consultation pour vous sécuriser ou en tout cas vous clarifier quelque chose. Je vous parle d'une situation que j'ai connue il y a 2 semaines. J'ai une personne qui est venue me voir en disant: je suis rentrée en tant qu'investisseur dans une entreprise, je suis censée récupérer 100% du capital social de la boîte et moi récupérer l'activité. Je regarde la documentation et en fait la personne elle est rien. Elle est ni associée, ni mandataire, ni salariée. Elle travaille. Elle ne reçoit pas de rémunération. Elle fait tourner la boutique, mais elle n'est rien nulle part. Donc je lui dis aujourd'hui, vous êtes à la limite du travail dissimulé. Qu'est-ce que vous êtes? Vous n'avez aucun statut juridique. Et elle ne s'était pas rendue compte. Elle me dit, mais on va signer, on va signer des documents. Je dis, mais c'est quoi vos documents? Qu'est-ce qui va être écrit dedans? Donc encore une fois, il faut que votre situation corresponde à l'activité juridique. Et pour me solliciter, encore une fois, je peux vous donner mes coordonnées en ligne. Sinon, vous me trouvez très facilement sur Internet en tapant mon nom. Merci à toi, Jadi. Salam alaikum. Comme salam, Anis. Oui, j'ai juste une question justement liée au coût de l'avocat. C'est à 100% la part de votre question ou à l'entreprise également en 50-50? Alors, le coût de l'avocat, en fait, alors, si je comprends bien, c'est partage du coût, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, on avait des usages. Pendant très longtemps, c'était celui qui entrait, qui achetait ou autre, prenait en charge l'ensemble des coûts. Sauf qu'avec le resserrement des marchés et la réalité économique, c'est vraiment devenu négociable. Donc, parfois c'est 50-50, parfois c'est totalement à la charge de l'un. Mais c'est vrai qu'en général, c'est à la charge de l'entreprise qui accueille les fonds. Puisque c'est elle qui en aura un bénéfice direct. Du coup, ça crée une charge supplémentaire dans l'entreprise. Donc indirectement, ça réduit un peu votre investissement, puisque du coup, c'est une charge supplémentaire. Plus on fait de la levée de fonds, plus les coûts juridiques sont importants et ça fait partie du coût de fonctionnement. Donc, en clair, c'est libre négocié, non librement négocié. D'accord. Et c'est sous forme d'un forfait ou c'est au cas par cas? Alors, chaque avocat fonctionne à sa manière. Moi, pour mon cas, je travaille au taux horaire en fonction de la complexité du dossier. Donc, en fait, lorsqu'on me sollicite, on me dit, voilà, je veux atteindre tel objectif. Je regarde la situation de départ, je définis le temps à passer dessus. On se met d'accord en amont, c'est un temps multiplié par un taux et on a un montant. Donc, il n'y a pas de surprise. Et la seule chose, c'est que si jamais il y a des évolutions en cours de route, j'alerte en disant attention, le volume horaire prévu est consommé, on continue pas. Donc voilà, on communique en tout cas mon cabinet et les clients communiquent pour savoir comment on avance. C'est clair, Il y a une question pour toi, Khalil, dans les commentaires. Je ne sais pas si tu vois les commentaires. Ok, je te laisse y répondre. Excuse-moi. Une seule méthode DCF pour valoriser une société, c'est peu, non. C'est mieux d'utiliser plusieurs méthodes, au moins 2. Alors effectivement, quand on valorise une société, notamment pour les grosses sociétés, on va utiliser plusieurs méthodes. Donc on a l'approche DCF qui va se baser sur le futur et donc sur le potentiel de la société, mais on a également des méthodes qu'on appelle patrimoniales qui vont se baser sur le bilan, des méthodes de ratio, les méthodes des multiples où on va comparer la société avec son équivalent connu, donc une entreprise publique ou une entreprise qui présente ses comptes annuels sans confidentialité au greffe. Mais effectivement, la méthode que je présente, c'est celle qui est en général utilisée par les spécialistes en évaluation. Après, comme Jeannette l'a précisé, c'est assez subjectif. On utilise cette valorisation avec des hypothèses, notamment commerciales, avec des prévisionnels qui font que c'est un chiffre qui est le fruit de ce qu'on appelle
un ijtihad, c'est une interprétation au final. Donc tout ça, après, c'est sujet à la négociation, c'est sujet aux projections de résultats nets. Si vous estimez que cette valorisation elle est trop élevée par rapport à ce que vous en retirez en tant que dividende, vous pourrez être en mesure de négocier cette valorisation à la baisse. Mais vous avez bien vu la présentation que j'ai faite, même en présentant une seule méthode, j'étais un peu short en termes de temps. Donc, je n'ai pas considéré pertinent de mentionner les autres méthodes, mais effectivement, tu as raison sur ce point. Ok. Nourdine, tu avais une question, si je ne dis pas de bêtises. Oui, déjà, barakallahu fikum à tous les trois. Je voulais juste savoir par rapport justement aux investissements, le droit d'entrée, est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a des limites, un minimum, un maximum? Généralement, on a des tickets, on peut voir des tickets minimums, c'est très variable. Je sais pas si Khalil Janet voulait rebondir, mais c'est très variable. Après, ce que je vois aussi, c'est l'entrepreneur qui définit lui-même un ticket minimum d'entrée en termes de portefeuille à apporter, entre guillemets. Je sais pas si vous voulez réagir, Khalil Janet. Alors, en mode d'expérience, vous avez deux profils. Vous avez certains qui n'ont pas envie de passer son temps à gérer les associés. Donc, ils préfèrent avoir un ou deux gros associés avec des gros montants, du coup, évidemment, qui vont prendre une proportion non négligeable du capital social. Et du coup, ils vont me dire, moi, je ne me regarde pas quelqu'un qui en tout de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 et ainsi de suite. Et j'ai aussi le cas de personnes qui sont prêtes à être dans la projection de crowdfunding. Donc là, le terme il est clair, c'est qu'il y a foule. Donc ils vont faire rentrer plein de petits porteurs, plein de petits tickets, et ils vont dire voilà minimum 5 000, 10 000, 1 000. Après bon à un moment donné, il faut relativiser les choses parce que gérer beaucoup d'associés ça a un coût. Ça surcharge le coût juridique dans le cadre de l'entreprise, le comptable, surtout si on a une société qui intègre au fil de l'eau d'autres points capital variable. Donc ça crée des complexités. Moi, ma préconisation en général, c'est éviter les usines à gaz et allons au plus simple. Ce qui se dit clairement se définit clairement et c'est ce qui fait que ça rapporte de l'argent. Plus on a des intermédiaires, plus on a des échelons, plus on a des choses à gérer, puis de potentiels conflits, de problématiques, par exemple de conflits entre associés ou autres. Et là, en fait, vous allez empêcher la personne de créer sa plus-value plutôt que elle va passer son temps à faire de la politique, du reporting en interne, plutôt que faire son activité. Donc après, vous ne pourrez pas lui reprocher de ne pas avoir atteint ses objectifs dans le BP. Donc voilà, c'est souvent les fondateurs qui vont fixer les critères de montant, la typologie des actionnaires à rentrer, et enfin, ils vont vouloir aussi cadrer. En général, ils vont dire c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça pour tout le monde, c'est tel montant, telle modalité, sinon ça marche pas. Et parfois, il y a des opportunités qui peuvent pas se refuser. Donc, faut voir. Merci Janet. D'accord, ok, il y avait une question j'ai vu une question passer de Hamza. Pour valoriser une société existante depuis longtemps, mais titulaire de plusieurs brevets technologiques, peut-on évaluer soi-même la valeur technologique de la société? Alors moi, en tant qu'expert comptable, quand tu me parles de brevet, je pense directement à une immobilisation. Donc là, on parle de bilan. Après, effectivement, tu peux fixer toi-même la valorisation d'une entreprise, mais ce sera, comme je le dis, ce sera le fruit d'une négociation. Il suffit que tes interlocuteurs qui mettent en vente une partie de leur société ne soient pas d'accord avec les éléments que tu poses pour ta valorisation pour que la valorisation ne bouge pas. C'est un peu comme le prix d'une maison au final. Moi, ma maison, je l'estime à 600 000, toi, tu l'estimes à 400 000. Qui a raison? Ça, on ne sait pas. C'est assez subjectif au final. C'est une valeur de marché. Ok. Est-ce qu'on va peut-être prendre... Oui, vas-y, Saber. On va prendre une dernière ou deux questions et ensuite on conclura. Oui, pour la présentation. En fait, moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est je peux devenir actionnaire, mais pas cofondateur. En fait, j'ai eu ça dans une négociation. En fait, je peux devenir actionnaire, mais pas cofondateur. C'est quoi la différence? Et la deuxième question, c'est on peut acheter des actions et participer aussi au projet, c'est-à-dire côté compétences, travailler sur le projet,
Comment on peut valoriser ça? Voilà. Alors, la notion de fondateur, en fait, ce sont, en général, on va la donner. Alors, c'est pas une notion juridique, hein, ça va dire que c'est une notion qui s'est révélée en fait du fait de la pratique des startups ou en tout cas des toutes sociétés qui se fondent. Les cofondateurs, ça correspond aux gens qui sont à l'initiative du projet et sans qui le projet n'a pas de vie, puisque c'est eux qui ont créé la technique, le réseau. En fait, ce sont les hommes clés. Et votre investissement, lui, il n'a d'intérêt que tant que ces personnes-là continuent à travailler. D'ailleurs, dans le pacte d'associé, on peut prévoir des clauses où on oblige les personnes à travailler à 100% leur activité, de ne pas faire concurrence, que la propriété intellectuelle produite soit d'office la propriété de la société, de manière aussi à garantir l'intérêt de la société. Donc c'est eux les fondateurs, ce sont des gens qui sont à l'initiative, sans quoi l'investissement ne sera pas fructifiant, puisque sans eux, ça ne marchera pas. Donc s'ils sont malades, s'ils sont pas là, s'ils sont absents, s'ils s'en vont, votre investissement, bah, il ne servira plus à rien. Donc c'est pour eux la qualité de fondateur. Pour devenir cofondateur, c'est-à-dire parfois on intègre des gens, des profils qui ont un savoir-faire dingue et qui du coup va permettre de passer des caps de développement pour pas cher, parce que du coup on va les faire rentrer au capital sans avoir à payer de facture en face, parce qu'on n'a pas l'argent. Ben, on va leur donner ce statut-là où on va leur donner une proportion du capital social de manière en fait à les fidéliser parce qu'ils ne partent pas ailleurs. Le plus classique, vous avez les développeurs ou des gens qui ont une technique spécifique ou un carnet d'adresses, un réseau de distribution qui permet de faire gagner du temps. À ce moment-là, on va leur donner un statut spécifique. Soit on va les intégrer dans la notion qu'on aura définie comme fondateur d'un pacte d'associés et les statuts, soit on va leur donner une proportion de capital social plus importante. Du coup, je viens à la seconde idée. Dans des structurations un peu plus complexes, on va avoir des associés, donc les fondateurs, on va avoir aussi, donc vous avez souvent des gens qui ont des idées, mais ils n'ont pas la possibilité de la mettre en place. Du coup, ils vont faire rentrer des associés, moi j'appelle ça des associés opérationnels. Encore une fois, c'est une définition qui n'est pas juridique, on l'a définie nous dans le pacte d'associés. Donc ce sont des gens qui ont des savoir-faire, qui vont travailler au sein de la société en contrepartie d'actions de participation. Donc soit du BSA, soit du BSPCE s'ils sont mandataires, ou salariés, et les conditions spécifiques. Du coup, on va valoriser leur travail. On se dit, voilà, si je devais payer un développeur, ça coûte 200 jours hommes et j'ai besoin de 300 jours de développement. Un CTO, pareil, c'est tant par jour, j'ai pas les moyens. Du coup, ça va donner une espèce de valorisation. Et du coup, on va le rapporter à la prise de valeur de l'entreprise du fait de cette intervention-là, et on va le faire rentrer à un prix inférieur. Puisque tant qu'il n'est pas rentré, l'entreprise n'a pas pris sa valeur parce qu'il n'a pas encore fourni le travail. Mais du coup, on va se dire que en contrepartie, on va lui donner tant de pourcentage dans le capital social. C'est ce qui fait que il va se rémunérer. Quand on va faire l'effet de levier, ou quand il va vendre plus tard, ou quand il y aura des bénéfices, il va toucher plus tard sa rémunération. Et ça lui confère aussi un statut dans l'entreprise. Super, merci beaucoup, Janet. On va conclure. Déjà, dans un premier temps, merci à tout le monde. Merci à toi, Janet. Merci à toi, Khalil, pour la qualité de vos interventions et de vos réponses. Merci à vous pour votre participation, à tous. La suite, qu'est-ce que c'est? Alors, plusieurs choses. Durant toute la communication du cercle d'investisseurs, j'ai pas communiqué autour de la recherche de projets. C'était volontaire. Je vais m'atteler maintenant je voulais vraiment me focus sur le lancement de ce cercle d'investisseurs. Je vais m'atteler maintenant à aller chercher les projets et je réfléchis encore entre une communication purement publique ou alors aller les chercher vraiment dans des réseaux privés ou alors faire les deux et d'aller chercher ces projets-là. On a beaucoup de projets en interne avec Muslim Ambition qui sont des projets très, très intéressants, mais que moi, j'estime à l'heure actuelle pas encore assez matures pour aller en levée de fonds et recherche de financement. Donc, je préfère pas les soumettre aujourd'hui. Je préfère peut-être attendre encore un certain temps qu'ils puissent gagner en maturité. Mais en attendant, je vais aller chercher moi-même dans mon réseau et par les voies publiques des projets à fort potentiel qui répondent à notre grille d'évaluation pour vous les soumettre pour analyse et potentiellement investir derrière.
j'ai créé un Slack. Je ne sais pas si vous connaissez tous Slack. Un Slack, c'est un canal de discussion dans lequel on peut créer plusieurs canaux que j'ai nommé investisseur, qui est privé, qui est pas public. Et j'aimerais pouvoir, je vais envoyer un mail à tout le monde, vous intégrer tous dans ce Slack-là pour vous donner toutes les informations à travers une messagerie de discussion et que vous puissiez potentiellement aussi échanger entre vous, discuter entre vous. Quand je vous soumets des projets ou des vidéos intéressantes sur cette notion d'investissement, pouvoir vous les mettre dans le Slack pour pouvoir poser des questions sur ce projet-là. Le fait de voir les questions posées par les autres, ça permet aux autres qui sont pas forcément initiés au sujet, de pouvoir avoir un œil attentif sur des éléments importants. Donc, j'enverrai un mail de toute façon à tout le monde, mais je vais vous intégrer dans un Slack. Et là, je voulais vous demander une chose, mais je ferai un sondage auprès de tout le monde parce que là, il n'y a pas tout le monde. J'ai reçu environ 80 inscriptions pour le moment. Là, on est une trentaine. Mais de savoir si concrètement, est-ce que vous êtes intéressé uniquement par le volet projet et investissement, c'est-à-dire j'analyse et je choisis des projets, j'analyse et je vous les oriente et derrière, session de pitch, analyse du projet, vous investissez ou pas? Ou est-ce que l'axe pédagogie, apprentissage de qu'est-ce que c'est l'investissement, les éléments clés, Janet et Khalil ont déjà commencé à évoquer plusieurs questions, notamment la question de la fiscalité, mais aussi d'autres points qu'on pourrait aborder. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? C'est que soit dans des villes, soit sur des événements en ligne, sur des tables rondes, je fais intervenir d'autres experts pour évoquer justement ces thématiques-là et faire en sorte que vous, en tant qu'investisseur, vous ayez ces éléments à l'esprit et qu'au fur et à mesure, vous soyez de plus en plus indépendant dans l'analyse des projets, que ce soit nos projets, mais aussi les autres. Parce que notre objectif, c'est de promouvoir là, dans votre sens, l'investissement au sein de la communauté musulmane et de faire en sorte que, aussi bien via Muslim Ambition que d'autres structures, vous puissiez avoir cette aisance à analyser des projets et à y aller ou pas. Est-ce que là, déjà, là, j'ai eu des oui sur ce deuxième axe-là. Est-ce que il y a d'autres personnes qui pourraient me faire un petit retour rapide? Ok, parfait. Super. Eh ben, c'est bon à prendre en note. Vous allez recevoir un mail pour intégrer le Slack. Comme ça, vous pourrez déjà commencer à échanger. Si quelqu'un trouve des éléments intéressants, des notions intéressantes, des vidéos intéressantes sur le sujet, n'hésitez pas à les envoyer sur le groupe pour pouvoir faire en sorte que notre expérience à chacun et chacune en même temps vous puissiez monter en compétences. Et puis derrière, moi, je me charge d'aller chercher les projets et de vous les soumettre pour des pitchs et des investissements potentiels par la suite. Un grand merci à vous. Vraiment, j'ai passé un super moment avec vous. Et puis, je vous dis à très très vite, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum tout le monde. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.